bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'habitude, le carré de lever les sonner. Nous allons pouvoir débuter nos travaux. J'ai reçu les pouvoirs de Claire Boilec jusqu'à son arrivée à la quatrième du tour, de Patrick Lalleux à Marie Cléquin. Le secrétaire de séance est Marc-Antoine Meunier. Avez-vous des remarques par rapport au procès-verbal de la précédente séance? Il n'y en a pas, il est adopté. Nous aurons à l'issue des délibérations de ce soir un vœu déposé par M. Rioux. Première délibération. Conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral et suite aux démissions de Mme Laetitia Dumas et de Mme Sandrine Berthier, conseillère municipale, le conseil municipal doit être complété par 2 personnes issues de la liste. Ensemble, libérons les énergies vantaises. Suivant l'ordre initial, sans condition de parité. Mme Émile Hamon a décidé de ne pas siéger au sein de notre conseil municipal. M. Roland Fauvin et Mme Sandrine Leloup venant sur la liste immédiatement après en tant que conseillers municipaux, il est proposé de procéder à ce début de séance à leur installation et à la modification des représentations. Je vous propose de procéder à l'installation de M. Roland Fauvin et de Mme Sandrine Leloup, conseillers municipaux, donner tout pouvoir au maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Mme Leloup, bienvenue au conseil municipal de votre si belle ville de Vannes. Monsieur Fauvin, le retour. Bienvenue, Monsieur Fauvin, dans une enceinte que vous connaissez bien, des fonctionnements que vous connaissez bien. Et permettez-moi de remercier et Sandrine Berthier et Madame Laetitia Dumas pour l'investissement. Le fait aussi d'avoir sollicité le suffrage des Vantaises et des Vantais en mars 2020. C'est jamais facile de s'engager. Donc je voulais les remercier à ce titre. Et puis, leur démission illustre aussi les difficultés pour nos collègues qui sont encore salariés d'exercer à la fois un mandat municipal avec une activité professionnelle qui puisse être dans des vies qu'elles sont exposées publiquement. Donc je peux le dire effectivement de maman solo l'une et l'autre, en tout cas qu'elles soient remerciées de leur investissement durant ces 4 années au sein du conseil municipal de Vannes. On avait réglé le son, mais je vois qu'une fois de plus, on a, par une expression, merdé. J'espère que quelqu'un va rétablir ça. On a fait des tests tout l'après-midi. Je ne sais pas si le monsieur qui est cet après-midi. Ah si, il est derrière moi. Donc il va trouver la solution. Donc M. Fauvin et Mme Leloup sont installés. Oui, monsieur Leloup, excusez-moi. Pas de souci. Monsieur le maire, chers collègues, une petite minute pour le faire en bonnes conditions. Je pense que c'est mieux. On essaye, monsieur. Monsieur le maire, chers collègues, j'ai une pensée chaleureuse pour nos 2 collègues qui nous quittent et tiens à les remercier pour la qualité des débats que nous avons eus et leur sensibilité sociale et écologique qui, je pense, a été utile dans ce conseil. Et je souhaite au nom de notre groupe la bienvenue à Madame Leloup et Monsieur Fauvin. Cette modification d'équipe était l'occasion pour nos collègues démissionnaires de soulever dans la presse les difficultés que vous mentionniez, Monsieur le maire, à exercer leur mandat. Cumuler vie professionnelle, vie personnelle et engagement politique est en effet un défi quotidien. Notre démocratie que des mamans solo n'arrivent pas à trouver un équilibre de vie avec un mandat municipal. Leurs voix sont essentielles dans nos débats et essentielles pour la représentativité de la vie publique. Ces difficultés sont aussi celles de ceux parmi nous qui doivent mener de front une vie professionnelle. Le fait que plus de la moitié d'entre nous dans ce conseil soit à la retraite ou puisse se suffire des indemnités de ces mandats illustre bien la situation. La politique est censée être ouverte à toutes et tous, mais dans la pratique, même au niveau local, ce n'est pas le cas. Et Vannes n'est pas une exception, la situation est généralisée. Un diagnostic a été posé depuis longtemps par les associations d'élus notamment. Le statut de l'élu est précaire et pas suffisamment protecteur professionnellement. C'est d'autant plus le cas pour les élus d'opposition. J'espère que le Parlement mettra ce sujet de l'amélioration du statut de l'élu à son ordre du jour des prochains mois. Plusieurs propositions de loi étaient en cours sur le sujet avant la dissolution. Je pense néanmoins que ce sujet des difficultés d'exercice du mandat ne relève pas seulement du niveau national. Il nous apparaît utile d'engager une réflexion collective dans ce Conseil sur la manière de mieux prendre en compte
les contraintes des élus parmi nous qui doivent cumuler cet engagement politique avec leur emploi. Nous avions un temps évoqué l'utilisation de visioconférences, par exemple, pour les commissions municipales. Cela déchargerait certains de l'obligation de trouver une solution de garde pour leur enfant, par exemple. Je pense que nous pourrions aussi engager une réflexion sur les horaires de certaines réunions qui sont souvent en pleine journée. Nous vous soumettons, Monsieur le maire, cette suggestion d'ouvrir cette réflexion collective, car nous pensons que cette double démission de nos collègues doit nous permettre de rendre à terme nos travaux plus inclusifs. Nous sommes convaincus, comme vous venez de le dire, que chacun doit pouvoir trouver sa place dans la politique municipale. Plusieurs éléments à la suite de votre intervention, Monsieur Offret. Je rappelle que chaque conseiller municipal d'opposition ou de la majorité a une indemnité de 220 € par mois qui est facultative. Elle a été mise en place par François Boulard, et je l'ai maintenue une fois que j'ai été élu maire, et peu de villes de notre taille ont cette indemnité qui est pour faire face effectivement à éventuellement des gardes d'enfants ou d'autres décisions liées à l'exercice du mandat. Par le passé, on a essayé au début des années 2000 de mettre des commissions à 20 heures. Ça fonctionnait encore moins. La quasi-totalité des collègues préféraient des commissions à 18 heures. Je rappelle M. Offret qui a 6 conseils par an, donc 6 commissions par an. Ce n'est pas non plus une demande d'un présentiel toutes les semaines. Les difficultés, on a essayé pendant la crise du Covid de mettre en place des commissions, effectivement, avec la visioconférence. Il y avait beaucoup de difficultés techniques liées à cet exercice. Moi, je veux bien, pourquoi pas réessayer. Les horaires, je pense qu'il ne faut pas les changer. Il ne faut pas les changer parce que voilà, on aura autant d'absents à 18h qu'à 20h. On va voir dans quelle mesure, effectivement, ça peut être concilié. Et je m'inscris en faux contre un propos. Il y a quand même très très peu de réunions qui se tiennent en journée. Ça se compte sur les doigts d'une main. Il ne faut pas généraliser pour ceux qui liraient la presse demain ou qui verraient des vidéos sur Internet. Voilà, c'est exceptionnel. Et dans l'immense majorité des cas, c'est 18h, voire plus tard. Monsieur Esselin. Monsieur le maire, chers collègues, on n'avait pas prévu d'intervenir sur ce point, mais simplement comme la réflexion a été lancée, je ne vais pas être très long, mais juste rappeler quand même des données assez fortes en Morbihan, parce qu'on a aujourd'hui plus de 25% des élus en 2020 qui ont démissionné depuis le début de leur mandat, donc c'est quand même un phénomène assez important. Et après, sur les idées, évidemment, il y a des aspects locaux et nationaux, mais le débat, véritablement, il va se passer au niveau national, et là-dessus, on peut l'espérer. En tout cas, concernant les élus de notre sensibilité, ils ont mis tout leur poids dans leur balance pour qu'il y ait un véritable statut de l'élu. Et aujourd'hui, on attend que les élus nous rejoignent sur cette ligne-là. Mais je ne vais pas être plus long parce que c'est des débats nationaux, mais simplement rappeler quelques données. Aujourd'hui, on peut remonter en arrière. Le débat sur le statut d'élu, il ne remonte pas à 2017, il ne remonte pas à 2012, il ne remonte pas à 2007. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Alors je ne sais pas qui aura le courage de mettre sur la table et d'amorcer des vraies décisions. Et avoir une uniformité de statut d'élu entre des élus d'une grande ville comme la nôtre, de métropole ou de communes de moins de 1000 habitants où les élus ne sont pas plus que nous, parce que nous sommes nous aussi en confrontation directe avec nos concitoyens. Bon courage. Mais il faut effectivement, en tout cas, poser cette question et la poser de façon sereine et transpartisane. Deuxième délibération, suite au remplacement de Mme Laetitia Dumas et de Mme Sandrine Berthier par M. Roland Fauvin, Mme Sandrine Leloup, par M. Roland Fauvin et Mme Sandrine Leloup, les représentants de la liste Ensemble Guillermo et Givaltez ont demandé de revoir la répartition de leur groupe au sein des différentes instances municipales. Je vous propose de ne pas procéder à un vote à bulletin secret pour ces représentations, d'approuver toutes les nouvelles compositions des instances y annexées, de donner tout pouvoir au maire pour signer tout document et d'accomplir toutes les formalités nécessaires au règlement de ce dossier. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Je voulais vous préciser que Mme Leloup siégera aussi au sein du Golfe du Morbihan Val d'agglomération en tant que conseillère communautaire. Délibération suivante, Mme Manchec. Il s'agit de la participation financière à la révision de la charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Pour réviser cette charte, il est demandé une participation financière à la région, au département et aux communes
Pour la commune de Vannes, les montants s'élèveraient à 4 360 € pour 2024 et la même somme pour 2025. Je vous propose d'adopter ce bordereau. Merci Madame Jacques. Monsieur Offret. Monsieur. Monsieur le maire, chers collègues, je vous soumets au nom de mon groupe un étonnement sur le budget prévu pour le renouvellement de la charte. C'est une étape avant le renouvellement du classement en parc naturel régional. Après lecture du plan de financement adopté le 24 juin 2024 par le comité syndical du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR, il apparaît que sur les 542 000 € prévus pour l'élaboration de la future charte, donc il y en aurait 95 000 qui sont dédiés à divers frais de communication, 134 000 à divers frais de prestation d'études et de concertation et 313 000 € à des frais de personnel et des frais généraux. Or, ce plan de financement a été adopté à l'unanimité du comité syndical, mais nous aurions aimé avoir le détail de ces 313 000 € de frais de personnel et frais généraux pour le renouvellement de la charte. Cela nous paraît peut-être excessif pour un renouvellement sur 5 ans, mais évidemment c'est difficile de juger sans avoir plus de détails. Donc la demande de subvention pour notre commune elle reste minime, 8 600 € étalés sur 2 ans. Nous aimerions toutefois avoir le détail de ces 313 000 €. S'agit-il d'un recrutement pour mieux comprendre la construction du plan de financement de ce projet qui est évidemment très impactant pour notre territoire. Au vu du montant demandé de l'approbation à l'unanimité par le conseil syndical, nous nous rangeons à cette décision collective et nous voterons le bordereau, mais nous souhaitons avoir cette étape. Monsieur Poirier. Oui, je vais aller un peu dans le même sens. Monsieur le maire, chers collègues, faut-il rappeler ici que la majorité à laquelle j'appartenais dans les années 2010 a fortement soutenu la création du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. La minorité. Ah, j'étais, pardon. Mais, vous savez, c'est des espoirs. Des espoirs, mais il y a duré longtemps, monsieur Poirier. Il y a duré très longtemps. Donc, nous étions fortement favorables à la création du PNR du Golfe du Morbihan. Nos débats furent souvent animés. Certains élus pourraient s'en souvenir, et donc vous ne serez pas étonnés qu'aujourd'hui notre groupe soutient pleinement de poursuivre l'aventure du PNR et donc l'obligation de réviser sa charte afin de reconduire son classement sur la période 2029-2044. Nous avons été surpris en commission du peu d'informations accompagnant la demande de participation financière adressée à la ville. Aucune explication sur la durée du processus de révision qui s'étale sur 5 ans, sur le type de révision envisagé et sur le budget s'élevant à 542 000 €. Nous n'avons pas eu de précision sur ces sujets en commission, car les membres de la commission n'avaient pas de réponse, et il n'existe quasiment aucune information accessible sur les financements accordés à la révision des différentes chartes des PNR. Il y a 58 PNR aujourd'hui. Ce que nous avons compris, c'est que la révision suit un processus réglementaire fixé par le Code de l'environnement, qui se déroule sur 3 ou 4 ans. Là, apparemment, on a choisi 4 ans ici. Cette démarche comprend une vingtaine d'étapes, alternant élaboration du projet et évaluation par un très grand nombre d'instances locales, régionales et nationales. Et il y a 2 types de révision. La révision simple à périmètre constant et avec modification du périmètre. Alors nous avons compris que dans notre cas, en recherchant un peu qu'il s'agissait d'un renouvellement avec extension du périmètre, puisqu'il y aurait intégration des communes de l'Arbre-Baden et de l'île aux Moines, ce qui entraîne une étude plus poussée et plus coûteuse. Enfin, nous aurions apprécié une explication sur la répartition des participations des différentes collectivités. Dans la mesure où les PNR relèvent de la politique régionale d'aménagement du territoire, d'ailleurs le R veut bien dire région, on pouvait s'attendre à une contribution prépondérante de la région Bretagne, ce qui n'est pas le cas ici, contrairement à d'autres régions, et on peut citer en particulier Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes ou plus proche de nous, les Pays de la Loire. Donc je le redis, nous sommes favorables au renouvellement du PNR, mais dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses publiques, nous considérons qu'il aurait été souhaitable d'avoir davantage d'explications sur la démarche de révision de la charte et de justification sur le budget total de cette révision. Pour autant, nous approuverons la participation financière demandée à la ville de Vannes. Merci, monsieur Poirier, monsieur Offret. Monsieur Thébault de la majorité pour partir de la réponse. J'étais mardi soir en commission justement au PNR, en commission de communication, et j'ai fait part effectivement à la directrice de ce que vous étiez ému de la somme et de l'absence d'explication. Donc les explications, elle me les a données de façon détaillée. La majorité provient de l'embauche
entre guillemets, parce que c'est pas une embauche, en fait c'est quelqu'un qui a été embauché à la communication et la personne qui va s'occuper de la révision en fait a changé de poste. Donc cette personne-là se consacrera à 100% pendant les 4 ans qui viennent à la révision, et vous avez parfaitement décrit toutes les étapes de cette révision, et notamment l'appel également à des bureaux d'études dont vous savez qu'ils sont quand même souvent très coûteux. Donc je pense qu'il s'il y a un parallèle à faire aujourd'hui, il faut faire le parallèle entre une révision du SCOT ou du PLU et cette révision de la charte avec extension de périmètre comme vous l'avez souligné. Donc voilà. Alors, en conclusion, elle m'a dit qu'elle était disponible pour recevoir tous les élus de Vannes individuellement s'ils le souhaitent pour expliquer la démarche. Monsieur Rio. Oui, moi sur le fond, rien de particulier à dire, sur la forme et sur le fonctionnement du Conseil. Les interventions qu'on a eues en commission, enfin je vais partie de ceux qui sont intervenus, pointent le fonctionnement des commissions. Ce qu'on a déploré en commission, c'est qu'on avait très peu d'éléments pour émettre un avis. On était dans l'incapacité d'émettre un avis compte tenu du très peu d'éléments. Exemple, les plus de 300 000 € de masse salariale, c'est quand même très différent selon on considère que c'est la valorisation d'un apport existant. Les gens qui sont là et dont on a valorisé l'activité pour dire voilà notre contribution, ou si c'est du recrutement. De la même façon, la nature, pas les 4 000, les 2 fois 4 000 €, on y arrivera, mais l'ensemble, qu'est-ce qui va à la communication, qu'est-ce qui va à l'expertise, aucun détail. Et vraiment, moi j'appelle de mes voeux le fait qu'à l'avenir, quand on demande à une commission d'émettre un avis préalable au conseil municipal sur un sujet qui pèse quand même plus de 500 000 € au niveau de l'eau, qu'on nous donne plus d'éléments. Vous voyez, c'est pas sur le fond. Mais vraiment, si on veut éviter en plus que les conseils municipaux derrière soient alourdis par des questions qui, si elles avaient été réglées en commission, ne viendraient pas alourdir l'ordre du jour, tout le monde en serait content. L'information nécessaire sera apportée, comme l'a dit Jean Arthaud. Je rappelle juste quand même que la participation de la ville, c'est 0,8% du budget de la nouvelle charte du PNR. 0,8%. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, Madame Manchec, toujours. Alors, ce vote porte sur le plan de prévention du bruit dans l'environnement. Il existe déjà un plan de prévention du bruit qui avait été approuvé le 14 octobre. Il doit être actualisé à l'échéance 2024-2029. Le public a été consulté pendant 2 mois, du 17 juin au 23 août. Il y a eu 4 observations dont il a été tenu compte. Ce nouveau plan, extrêmement bien documenté dans les 37 pages fournies avec ce bordereau, répond vraisemblablement à toutes les questions. Donc je vous propose d'approuver ce plan de prévention du bruit dans l'environnement pour la ville de Vannes, le plan 2024-2029. Merci, Madame Manchec. Monsieur Offray, Monsieur Rioux, puis Monsieur Esselin. Monsieur le maire, chers collègues, nous approuverons ce bordereau qui nous inspire 2 remarques, suggestions. Une première que j'ai eu l'occasion de soulever en commission sur le bruit des 2 roues motorisées. Il représente aujourd'hui pour les riverains des principaux axes routiers identifiés comme bruyants par le PPBE un facteur de bruit particulièrement prégnant. J'en ai été témoin à titre personnel. Je suis d'ailleurs surpris à ce titre que cela ne figure pas dans les réactions à la consultation lancée. D'ailleurs, il y a, je trouve, assez peu de réactions. J'ai compris en commission que notre police municipale n'était pas dotée de sonomètre. C'est le cas d'autres polices municipales, de communes-préfectures. Cela nous paraît important de pouvoir effectuer ces contrôles de manière régulière. C'est le cas? D'accord. Très bien. Mais, du coup, si c'est le cas, d'avoir peut-être une vision sur les contrôles qui sont réalisés sur les 2 roues motorisées, parce que du coup, on n'a pas eu cette vision-là en commission. D'autre part, je profite du plan de prévention du bruit dans l'environnement qui concerne les ouvrages routiers pour évoquer les nuisances sonores en général et plus particulièrement ce week-end. Le lancement du festival Les Émancipés sur le port a été un succès et une excellente initiative. Tous les retours que j'ai sont très positifs et j'espère que nous pourrons maintenir ce format en les murs. Néanmoins, je me fais le relais de nombreux habitants du centre et du nord de la ville qui ont vécu de nuits particulièrement éreintantes avec le bruit qui est monté jusqu'à Vénimur, réveillant de nombreux habitants. Il
ne s'agit aucunement de demander la fin de ce type de manifestation, évidemment. Au contraire, il s'agit plutôt de voir comment trouver un équilibre entre la vie culturelle de notre ville et le bien-être de nos habitants. Alors, l'écrin du port est évidemment magnifique, mais ne peut-on pas imaginer de décaler la scène peut-être au Chorus? Peut-être pouvons-nous aussi nous inspirer de comment d'autres villes, comme La Rochelle avec les Francopholies ou Saint-Brieuc avec Art Rock, qui accueillent des scènes musicales dans leur cœur de ville, pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver un équilibre. Il nous semble important que chacun puisse trouver son compte dans notre commune, les amateurs de décibels et les amateurs de câbles. Monsieur Rioux. Une majorité de nos concitoyens sont aujourd'hui conscients des nuisances graves créées par la circulation automobile. 40 000 morts par an imputés aux particules fines, 10% des émissions de CO2 avec leurs conséquences sur le dérèglement climatique, 28% des terres artificialisées au détriment de la biodiversité, et là, nuisances sonores qui font l'objet de notre sujet d'aujourd'hui. Vous écarriez. Pardon? Vous écarriez. Pas de jamais. Notre ville et sa communauté d'agglomération ont bien évidemment pris conscience de cette réalité et de la nécessité d'engager les politiques publiques relevant de leurs compétences qui permettront de réduire ces phénomènes. À cet égard, le bilan des actions engagées dans le cadre du plan de déplacement urbain est significatif. Malheureusement, les politiques engagées se heurtent à un obstacle majeur et très complexe à traiter. C'est celui de l'acceptabilité des mesures à prendre. Si, en effet, la prise de conscience progresse chez nos concitoyens, elle n'a pas atteint le niveau qui permettent de remettre en cause les pratiques quotidiennes, et en particulier le rapport à la voiture. Celle-ci reste encore aujourd'hui assimilée à l'exercice des libertés individuelles et est encore bien souvent, de façon très contrainte, le seul moyen de relier le lieu d'habitation au lieu de travail, de consommation et de loisirs, de plus en plus éloignés les uns des autres. Engager les politiques publiques nécessaires suppose donc que soient proposées à nos concitoyens des alternatives crédibles au déplacement automobile. Vous vous êtes engagé dans ce sens en développant des offres d'équipement favorisant la multimodalité, et vous avez en particulier engagé une politique ambitieuse en faveur du vélo, dont acte. Malheureusement, ces mesures me semblent insuffisantes. Pour prendre un exemple, 280 places de stationnement en parking relais et moderne de covoiturage, ce chiffre est à rapprocher des 10 000 voitures qui rentrent tous les jours sur le territoire de la ville. 8 000 dans le nord, 2 000 à l'est et à l'ouest. Le plan de notre ville, plan moyenâgeux du cœur de ville, ne peut plus absorber un tel flux. Et les travaux d'aménagement du siècle, en fluidifiant ce flux, pour reprendre le vocabulaire du dossier, ne feront qu'aggraver les choses. Il va bien falloir accepter l'idée que la voiture, là on parle du bruit, que la voiture n'a plus sa place dans l'intramuros. Et proposer aux véhicules extérieurs 3 silos de stationnement de grande capacité au nord, à l'est et à l'ouest, connectés au cœur de ville par un système de navettes permanente, au moins aux heures critiques. Il devient urgent de proposer à nos concitoyens des politiques publiques ambitieuses qui permettront de passer de la prise de conscience individuelle que j'évoquais tout à l'heure à des solutions fondées, elles, sur l'intérêt général. L'objectif que je propose, encore une fois, pas de voiture dans l'intramuros, sauf L'intramuros, monsieur Rioux. le cœur de ville, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui dans les... Donc pas de voiture routière non plus. À part les habitants, les services, les commerces. Autrement, on ne rentre pas. Ça n'a de vous étonner, c'est la politique appliquée aujourd'hui, de façon quasi systématique, dans les grandes villes italiennes et en Angleterre. Ça n'a rien de nouveau. On ne rentre pas, sauf à payer très cher. Par contre, on trouve tout en périphérie des solutions qui permettent de laisser en sécurité sa voiture et de venir en centre-ville avec des dispositifs de transport en commun, mais qui ne sont pas les bus d'aujourd'hui. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est des solutions qui sont aujourd'hui mises en œuvre et qui ont une vraie crédibilité, mais qui supposent qu'en matière de politique publique, chacun à son niveau, la ville, la communauté d'agglo, le département, la région d'État, etc., acceptent de se fixer des objectifs qui ne sont pas forcément faciles à exprimer, parce que pas très populaires dans un premier temps, mais qui peuvent faire l'objet de débats publics fondés sur la prise de conscience individuelle dont je parlais tout à l'heure. En gros, on ne peut pas laisser nos concitoyens à la fois déplorer, à juste titre, d'être inondés, voir leur maison emportée par l'eau, et en même temps de ne pas prendre les mesures nécessaires. Et les décideurs publics,
les concepteurs de politique publique ne peuvent plus passer à côté. Et là, on parle du bruit aujourd'hui, mais le sujet est bon. Là, on a l'occasion d'afficher, je parle bien d'objectifs, avec des calendriers qui sont des calendriers raisonnables, avec des moyens engagés qui doivent être des moyens tenant compte de nos réelles possibilités. Mais il faut arrêter. Je prends un seul exemple, je développe un peu. Passer aujourd'hui, tous les jours, sur la petite rue du port, le rond-point de la rue du port. Mais vous êtes bloqué tout le temps. Vous avez sur ce rond-point une entrée-sortie de parking, 5 lignes de bus sur leurs arrêts, une piste cyclable qui doit être respectée, le flux venant de la Garenne, le flux venant de la Rutière et le flux donc de la Libération. Allez-y un mercredi matin, jour de marché, vous allez voir, la queue. Mais non, mais c'est une... François, vous prenez l'exemple Non. du délicat. Non. C'est tous les matins et tous les soirs. Vous avez des queues qui démarrent à l'hôtel de ville. Alors, je pense qu'on va pas à la même heure le matin. Je sais pas à quelle heure on commence le matin pour vous, sur Lyon, mais pour moi qui vais tous les matins, qui passe tous les matins à 8h, je passe tranquille. Hein. Je ne voulais pas prendre d'exemple particulier. Je prends un exemple. Non, mais c'est système. Non, mais attendez, vous pouvez continuer. Ces problèmes d'engagement, nos concitoyens les vivent. Boulevard de la Résistance, rond-point de Pompidou, place du port, enfin, je peux faire la liste, on les vit tous les jours. Et donc, c'était simplement pour illustrer le fait que, par rapport à ces phénomènes de plus en plus graves, et eu égard aux conséquences qu'ils ont sur les domaines que j'ai évoqués, biodiversité, santé publique, etc., on ne peut plus se contenter d'objectifs minimaux en disant ça passera aux élections, ça passera pas. Il nous faut des objectifs beaucoup plus ambitieux, mais avec appuyé sur un vrai débat. Pardon, j'ai réussi. Merci, monsieur Essola. Oui, sur ce rapport, donc, évidemment, c'est un document qui est assez technique, mais très important, parce que le bruit, en effet, est vraiment une véritable plaie pour tous les Valtais qui la subissent. Et je pense, évidemment, mais là, nous délibérons sur un rapport qui concerne les Valtais, et d'ailleurs, précisons aussi, et soyons très précis sur les chiffres, en tout cas d'après le bilan là, qui a été communiqué, on observe qu'il y a entre le précédent plan et le plan actuel une diminution en tout cas des personnes exposées, donc c'est plutôt un progrès, c'est une bonne chose en comparaison au plan 2018-2023, donc néanmoins on a toujours, selon les chiffres du rapport, 1901 Valtais qui sont exposés à des dépassements des valeurs limites en termes de bruit. Donc les 68 décibels là, dans le rapport, donc, ce n'est que 3,5% de la population, mais ce n'est pas rien. Et néanmoins, quand on regarde les seuils qui ont été fixés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais évidemment, le schéma de la ville s'inscrit dans les préconisations nationales, mais l'OMS fixe un taux qui fait que, si on faisait le parallèle, on aurait 6% de la population qui serait exposée à des niveaux de bruit supérieurs à cette valeur. Donc 3120. Donc le point, et je pense qu'on se rejoint, évidemment qu'on votera pour ce schéma, mais c'était simplement, en tout cas pour notre groupe, qu'il puisse y avoir, parce qu'on a eu là la projection, le précédent schéma, qu'on puisse avoir une sorte de tableau de bord qui fusionne les données et la dynamique, peut-être avec une cartographie par quartier, pour la partie nord, partie sud, etc. Et tout ça, collectivement, ça peut nous amener vers un pilotage avec l'objectif d'apaiser la ville qu'on a tous derrière pour toutes les raisons de santé qui ont été exposées. Voilà, merci. Merci. De nombreuses interventions. Effectivement, on peut se réjouir, monsieur Offret, que les festivals des émancipés ce week-end aient trouvé son public, aient trouvé un très très large public, puisqu'entre les deux soirées, c'est près de 7000 personnes, 7000 jeunes, c'était plutôt des jeunes qui étaient, les anciens que nous sommes, ont fait des apparitions furtives ou brèves, mais je pense que ça manquait notre territoire, et c'est une vraie réussite qui est, bien sûr, on appelle à d'autres. Vous pointez quelque chose du doigt où il faut se poser la question. Le port est un aimant, tout le monde veut que sa manifestation parte du port, des esplanades du port. Et moi je n'oublie pas qu'à côté, effectivement, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui travaillent le matin, qui partent à 7h, qui je rencontre souvent, qui ne sont pas très sympathiques avec moi quand je les croise le dimanche matin, mais je peux l'entendre. On peut prendre l'exemple du marathon de Vannes, qui pendant des années, effectivement, avait son village sur l'esplanade, et avait tout concentré sur l'esplanade et à Carcado, a fait le choix de partir cette année, pour la deuxième année consécutive, du parc Corus. Et je pense qu'on peut effectivement se poser la question, on sait que nous avons une ambition de rénover ce parc Corus et d'en faire aussi à côté un environnement plus propice à des événements, du grand parking qu'il est aujourd'hui, arboré très
très minéral. Donc oui, à se poser la question. Il faut aussi que nous soyons, nous, plus rigoureux, excusez-moi, dans les autorisations que nous donnons par rapport au niveau sonore. Je pense qu'on a encore des progrès à faire. On a créé une police de l'environnement avec Monique Jean et Vincent Juquel. C'est bien dans cette optique aussi de permettre à nos concitoyens, et pas que sur le port, parce que le bruit, pas le bruit, la musique, c'était pas du bruit, c'était de la musique, de vendredi soir et de samedi soir est remonté très loin. Et on prendra les ajustements nécessaires. Il faut aussi voir que ça dépend de comment tournent les vents, toutes sont les vents, etc., qui ont des incidences là-dessus. Donc, mais on doit y travailler, effectivement, pour qu'à l'avenir, ce soit un peu moins compliqué pour les résidents. Monsieur Riou, le bruit lié à la circulation automobile sur notre territoire. Je rappelle qu'il y a des élus, dont vous êtes sans doute plus proches que moi, qui, il y a 15-20 ans, ont refusé la déviation nord de Vannes. Aujourd'hui, on a sur Paris, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a des gens qui évitent la voie express où ça bouge plus que dans le centre-ville, pour des raisons intercommunes. Si effectivement des élus n'avaient pas mis sur pause en 1999 avec Guesso, le ministre des Transports, cette aviation nord de Vannes, on n'aurait pas les difficultés que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tous les matins, vous avez des accidents sur la voie express. Qu'est-ce que font les gens? Ils la quittent pour passer par le cœur de ville. Donc ça, c'est une des réalités. Deuxièmement, il faut dire, l'agglomération est en retard, a pris beaucoup de retard dans la précédente décennie sur les P+R ou les parkings relais. Aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment. On y travaille de façon ardente pour soit agrandir les parkings relais existants. Je n'étais pas manette, monsieur Lemoigne. Hein. Non, je signale. Il y a 15-20 ans, les mêmes qui refusaient et demandaient déjà des parkings relais. Oui. Et je suis content de vous entendre dire que vous avez pris du retard sur cette question. Mais oui, mais je le dis. Aujourd'hui, on est en train de travailler notre nouveau SCOT AEC et on voit l'évolution des mobilités sur ce territoire, du vélo, du bus, de la marche à pied et de la voiture. La part modale de la voiture a diminué. Alors que, elle a diminué, mais la part modale de la voiture a diminué, mais nous avons gagné de la population. Donc effectivement, le trafic automobile, pour autant, il n'a pas diminué, lui. Il a augmenté. On va devoir trouver des solutions. Vous êtes un peu radical, monsieur Riou. Vous voulez mettre des péages aux entrées de ville. C'est presque ça, comme à Londres. C'est un peu ça. Moi, je suis très éloigné, et le point est pas mal, de la philosophie de Mme Hidalgo, dont vous en êtes beaucoup plus proche, quant à finalement qu'est-ce qu'on fait de l'automobile demain dans nos villes. Aujourd'hui, ce cœur de ville, il est, ce que vous appelez l'intramuros, il est vraiment habité. Il y a des gens qui y travaillent, des services qui interviennent. Moi, je ne conçois pas aujourd'hui de fermer cet intramuros comme vous le souhaitez, mais on doit travailler encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui, effectivement, à une diminution de la part modale voiture pour ceux qui le peuvent. Monsieur et cela, effectivement, vous pointez du doigt, effectivement, cette problématique du bruit pour nos concitoyens, leur acceptation de ce bruit aussi. Je pense que cette acceptation du bruit, elle a beaucoup évolué et on l'entend. Donc il faut effectivement un observatoire beaucoup plus fréquent et pas uniquement à travers des enquêtes publiques de comment évolue le bruit dans notre ville. Et je dirais presque quartier par quartier. Parce qu'effectivement, quand vous habitez l'intramuros, tout à l'heure M. Fred parlait de l'esplanade du port, ou quand vous habitez vers Millimont-Carcado, elle n'est pas de la même nature. Quand vous habitez effectivement du côté de Toilette, c'est la même chose. Donc oui, pour aller plus loin, effectivement, dans un observatoire du bruit sur notre ville. Il y avait un vote. Oui, qui est défavorable, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération suivante, M. Thébault. Oui, le projet de délibération qui vous est proposé vous rappelle d'abord que la ville est au capital de la société publique locale Compagnie des Ports du Morbihan. Elle en possède 5653 actions. Et la Compagnie des Ports, dans l'optique de l'entrée à son capital de la région et de l'agglomération lorientaise, propose d'augmenter le capital, cette fois-ci sans apport nouveau, simplement en capitalisant les réserves qui ont été accumulées par les résultats, bien sûr, puisqu'elle ne distribue aucun dividende. Donc, ainsi, l'action passerait de 69 à 93 euros. Et donc, ce bordereau vous propose d'approuver cette augmentation de capital. Merci, monsieur Thébault. Il n'y a pas d'intervention qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie.
Délibération suivante, Monsieur Thébault toujours. Et il s'agit ici de renouveler la délégation de service public qui concerne le camping de Conlo. Donc, il vous est décrit l'exploitation du terrain de camping de Conlo avec les tentes, les mobil-homes, les habitations légères, les emplacements pour camping-car et également l'aménagement et l'exploitation d'une aire de camping-car au Raquer. Donc, cette convention que l'on va mettre sur, entre parenthèses, le marché, serait conclue pour une durée de 15 ans à compter du 1er octobre 2025. Donc, ce bordereau vous propose d'approuver ce principe d'une délégation de service public pour l'exploitation du camping de Conlo. Monsieur Essola, je crois que c'était Monsieur Noël qui était fâché quand j'avais passé en TSP ce camping, mais avec l'arrivée des mobil-homes, mais Monsieur Essola, vous êtes toujours fâché? C'est une simple question, enfin plutôt un souhait de notre part, donc, parce qu'il y a une véritable nouveauté là, avec l'aménagement de l'aire de camping-car qui va se faire dans le fond de 25 places, enfin 25 emplacements en parking du Raquer. Simplement pour nous, préciser et redire notre souhait là qu'il puisse avoir une véritable et large concertation là-dessus, parce que ça va quand même avoir des conséquences et des incidences, donc notamment pour anticiper les conflits d'usage, en écoutant les préconisations, etc. Donc intégrer les ajustements nécessaires. Mais c'était simplement dire ce souhait de notre part. On peut se réjouir d'avoir 25 places supplémentaires de camping-car, et je peux annoncer au conseil municipal ce soir que je travaille à la prise d'un arrêté interdisant les camping-cars sur le domaine public qui reste 4-5 jours à Ville-de-Vannes de Tassigny, qui reste 4-5 jours à Rue d'Auvergne, qui reste 4-5 jours un peu partout. Donc à partir du moment où on augmente la capacité d'accueil des camping-cars, je vais aussi être un peu plus dur. Monsieur Essola. Pardon, Monsieur Lemoyne. Oui, non, sur les campings, c'est pas tant que je sois fâché, mais je le soulignais déjà à l'époque, et je pense que ça se vérifie, qu'on a une mutation des campings qui va vers une sédentarisation. On a de plus, avec toutes ces maisons qui sont soi-disant mobile home, mais qui n'ont pour certaines plus de roues, elles ne sont pas du tout mobiles. Et en fait, on a remplacé quelque chose de très souple et de très mobile par une sédentarisation et de fait un village vacances. On arrive là sur une proportion où on a quasiment la moitié des terrains qui sont occupés par mobil-home. Bon, voilà, c'est un fait. Le camping, entre guillemets, léger, où on venait avec sa tente, voire sa caravane, il disparaît progressivement. Alors, à la décharge de tous ceux qui organisent ça, il y a de fait aussi une demande plus grande des mobil-homes. Mais ça change quand même bien la nature du tourisme dans ces endroits-là. Et c'est vrai moi je suis un peu nostalgique, notamment de l'époque où on venait camper de manière avec juste son sac à dos et sa tente. Et les jeunes, la place des jeunes dans tout ça, elle n'est pas dans les mobil-homes. Hein, ils partent de nous en vacances. Voilà, moi c'est pour ça, je ne suis pas fâché, mais je constate cette évolution et je ne la comprends pas. Vous n'arriverez pas à convaincre l'amoureux du camping que je suis. Mais je pense qu'effectivement, le mobil-home permet quand même, effectivement, je peux faire des gens voir des familles, des jeunes en mobil-home qu'en club à Marrakech ou je ne sais pas où. Hein. Et puis je rappelle quand même, pour la bonne appréciation de l'Assemblée, qu'avant de passer en délégation de service public, ce camping coûtait 100 000 € aux contribuables vantais, et que maintenant, on nous en rapporte 100 000, qu'on n'a pas eu à supporter l'investissement, qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Thébault toujours. Donc nous revenons ici à la Compagnie des Ports avec une proposition d'avenant au contrat de concession qui comprend tout d'abord un volet concernant les stationnements, donc réparti entre la rive droite pour le parking ravitaillement et la rive gauche pour le parking de stationnement proprement dit. Donc il est à présent proposé d'intégrer ces deux équipements au sein du périmètre de la délégation de Port de Plaisance. Et en contrepartie, la Compagnie des Ports nous verserait une redevance fixe de 15 000 € et une redevance variable. Et par ailleurs, donc, vous ignorez pas que pour permettre de relier les deux rives du port, la construction d'une passerelle piétonne est envisagée. Ce nouvel ouvrage va être confié à la Compagnie des Ports et il sera financé à hauteur de 200 000 € par le conseil départemental, la Compagnie des Ports
à hauteur de 240 000 euros et le solde à la charge de la ville. Donc la gestion et l'entretien des ouvrages seront assurés par la CPM, qui en sera de même pour le nouvel équipement qui sera amorti sur 20 ans. Donc dans ce cadre de cet avenant, pour assurer l'équilibre financier de la délégation au regard de ses obligations d'entretien, de maintenance, de grosses réparations, une compensation de services publics serait versée par la ville à la Compagnie des Ports d'un montant annuel de 46 461 euros indexé de 2% par an. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver ce projet d'avenant numéro 4 au contrat de concession et de donner tout pouvoir au maire. Merci. Monsieur Offret. Monsieur le maire, chers collègues, je profite de ce bordereau que Volontaire pour vous couper le micro, je vous rassure. Mais on va essayer de rétablir. Ah oui, visiblement, dès qu'on parle de gauche, ça coince. Donc je profite de ce bordereau pour parler du projet d'aménagement de la rive gauche. Donc pour revenir un peu rapidement sur l'historique, après avoir stoppé le projet en 2019-2020, vous avez organisé une consultation fin 2021 qui aboutit à la présentation d'un projet en octobre 2023. Nous sommes un an plus tard et le projet avance, mais par petites touches. Alors là ici, la passerelle. Il y a eu cet été 2 appels à projets, un pour le tiers-lieu, un autre pour le réhabilitation de la capitainerie. Néanmoins, la page internet dédiée sur le site de la mairie n'est plus mise à jour depuis fin 2023. Et notre crainte, nous l'avions mentionné très tôt, c'est celle d'un projet à la découpe. C'est-à-dire que plutôt que de proposer un réaménagement urbanistique cohérent, pensé dans l'ensemble, on avance par petites touches qui sont réalisées avec une communication à minima. Et il nous paraît, à notre sens, important que les VAD puissent suivre l'avancée de ce projet majeur pour notre ville. Nous avons déjà discuté ici, par exemple, du déplacement de la base nautique et de ses potentielles conséquences sur le club d'aviron, ou de l'aménagement d'un parking en silo au Capucin. Ce projet rive gauche, il a le potentiel de rassembler les vannetés. Et ici, nous avons plutôt l'impression qu'on ne prend aucun risque en communiquant peu, par petits bouts, pour ne pas faire de vagues. Et ce n'est pas, vous le savez, notre vision de ce projet. Pour une fois qu'on ne me reproche pas de trop communiquer, monsieur Offret. Le compliment va droit au cœur. On devrait choisir dans les semaines qui viennent, je pense que c'est fin octobre, début novembre, le maître d'œuvre de ce projet, qui va mettre en musique ce qui a été dit depuis 1 an à 18 mois. Il reviendra vers vous au fur et à mesure. Le choix de ce maître d'œuvre, il est bien d'avoir une vue d'ensemble, effectivement, de cette rive gauche du port. Il n'y aura pas de vente à la découpe. Il y aura de l'attribution de l'eau par rapport à ce qu'on veut de cette rive gauche entre les espaces publics, les espaces verts et les espaces qui seront dévolus au privé. Et donc ça va être une musique pour le maître Christophe qu'on va choisir maintenant. Alors, on est déjà venu en commission en 2023. Effectivement, ça prend du temps. C'est pas qu'on souhaite avoir un temps long sur ce sujet. Je peux entendre ici ou là, effectivement, les Vantec qui aimeraient que ça aille plus vite. Voilà, on n'a rien à cacher. Et on mettra en musique le plan guide qui a été défini à travers différentes auditions et réunions publiques qui ont été menées. J'espère revenir devant au moins les commissions en premier trimestre 2025. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, monsieur Rivry. Bonsoir à tous. Donc là, il s'agit de renouvellement de la délégation de service public des parkings de Centre et de Loire. La gestion des parkings du centre de la Loire est actuellement assurée par la société Cupar dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage qui a été conclue le 1er novembre 2018 et qui arrive à échéance le 31 décembre 2024. La ville étant satisfaite de ce mode de gestion, elle souhaite mettre en œuvre une procédure de renouvellement. Je vous rappelle que ce mode de gestion comprend en effet de nombreux avantages pour la ville: risque juridique et financier de l'activité transférée au délégataire, technicité du délégataire, relation aux usagers facilitée, gestion du souple et adaptée aux exigences commerciales et contrôle important du fonctionnement du service. Par ailleurs, par délibération concordante de la ville et du golfe du Morbihan 20 agglomération, respectivement du 25 septembre et du 28 septembre 2023, la création de cette SPL, golfe du Morbihan 20 agglomération, a approuvé le stationnement pour mettre approuvé ce type de stationnement pour maîtriser les enjeux tels qu'ils ont été décrits. Et conformément aux articles L. 3211.1
et suivant du code de la commande publique, le contrat de délégation peut être négocié de gré à gré avec la SPL. Puisque la ville y exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, puis les missions de la SPL s'exercent pour le compte seul de ces deux actionnaires et sur leur seul territoire. Donc le contrat de gestion délégué porterait sur l'exploitation, l'entretien et la promotion du parking, du centre et de la ville. Donc la convention serait conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2029. Vu les avis de la CCSPL du 4 septembre 2024, vu l'avis des commissions, je propose d'approuver le principe de renouvellement de cette délégation de service public et de donner tout pouvoir au maire pour signer un document qui doit être adapté. Merci, monsieur Rivry. Y a-t-il des questions? Je suis assez bien exposé, effectivement, en commission il y a plusieurs reprises. Monsieur Meganové est sorti que maintenant, effectivement, la loi nous y oblige, puisqu'il y a une raison de cette SPL. Nous allons pouvoir passer au vote. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, Madame Jean. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du projet de réalisation d'un établissement pénitentiaire, l'emprise ACD comporte un chemin rural qu'il convient de désaffecter préalablement à la cession. Ce chemin est en très mauvais état, son usage public n'est absolument plus avéré. Compte tenu de ces éléments, la commune doit diligenter une enquête publique. Il convient donc d'approuver la désaffectation du chemin rural du Château Rouge et non plus le principe, comme il était indiqué sur le bordereau, et de donner tout pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document et accomplir cette formalité. Merci, Madame Jean. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Le processus d'établissement pénitentiaire à Vannes se poursuit. Des réunions sont prévues au mois de novembre. J'espère que la DPG de demain ne réduira pas les moyens alloués au ministère de la Justice. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, monsieur G. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Les deux bordereaux qui vont suivre s'inscrivent dans la politique de la ville en faveur des mobilités douces, alternatives à l'automobile. Il s'agit d'échanges fonciers qui sont indiqués sur les différents plans annexés de ces deux bordereaux. Donc le premier bordereau concerne la zone du Château Rouge, où la commune possède à proximité immédiate de l'aire de covoiturage une emprise de l'ordre de 5100 m². Afin d'accompagner l'implantation de futurs centres pénitentiaires, des aménagements visant à sécuriser les mobilités douces et à améliorer la desserte du secteur par les transports en commun seront à réaliser. Dans cette perspective, la commune a négocié avec la société Truck News, propriétaire du foncier attenant, un échange de parcelles de superficie identiques. Vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale, vu l'avis des commissions consultées, je vous propose de constater la désaffection de l'usage public de l'emprise, ACD, de déclasser du domaine public communal la parcelle concernée et de procéder à son intégration dans le domaine privé communal en vue de sa cession, de procéder avec la SCI Truck News à l'échange de terrain. Truck, merci. C'est plutôt truc. Mais comme le souffle des voisins, vous êtes plutôt en mobilité tous sur le camion. Je ne connaissais pas trop sans doute. Pas faux, pas faux. Bon, moi je fais sourire. De décider que ces mutations interviendront sur la base de 24 € hors taxe au mètre carré, de prendre en charge la réalisation des travaux induits dans cette mutation, clôture, portail. Je vous remercie d'autoriser monsieur le maire à signer la promesse de vente et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la concrétisation de ce projet. Merci, monsieur Huget. Des interventions, il n'y en a pas qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Monsieur Huget pour la délibération suivante. On continue sur les pistes cyclables cette fois-ci. Le second bordereau concerne la piste cyclable entre Vannes et Plescotte, dont l'agglomération assure la maîtrise d'ouvrage. Dans ce cadre, la commune poursuit sa politique de maîtrise foncière des emprises nécessaires. Un accord est intervenu avec M. Roux et Mme Leroux pour un échange foncier au lieu dit Carluerne. Vu l'avis des commissions consultées, je vous propose toujours de constater la désaffection et prononcer le déclassement d'un délaissé de voirie non cadastrée, puis de décider de l'incorporer au domaine privé communal, de dire que M. Roux et Mme Leroux sont les uniques riverains de ce délaissé, de procéder à un échange sans soute du délaissé communal contre la parcelle indiquée appartenant à M. Roux et Mme Leroux, de décider que ces acquisitions interviendront sur la base de 10 € le mètre carré. Et je vous remercie de donner tout pouvoir à M. le maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Merci, monsieur Huget. Des interventions, monsieur Lemoine. Oui, bien sûr, on va approuver ce bordereau et puis ce qui concerne le développement d'une voie cyclable, on va en profiter pour vous faire part de notre satisfaction de voir aboutir l'aménagement du giratoire du Raquer. Depuis bientôt 10 ans, nous sommes régulièrement intervenus sur ce sujet
que ce soit en commission ou en conseil municipal, pour demander que la liaison entre les pistes cyclables venant de Séné et celles venant d'Aradon soit réalisée. J'ai plusieurs fois souligné l'aberration que les travaux n'eussent été réalisés dans la foulée du tunnel. Les arguments techniques qui nous étaient opposés en commission, largeur de la route insuffisante, impossibilité de faire des bandes de chaque côté, n'étaient pas fondés, la preuve. Cela relevait bien d'une décision politique et je remercie l'adjoint aux travaux, M. Ars, qui s'est impliqué pour que ce chantier aboutisse tel que nous le souhaitions et tel que le souhaitaient les associations sollicitées pour donner leur avis. Je tiens aussi particulièrement à remercier M. Alice, directeur général adjoint, qui a rendu possible techniquement ce projet en déverrouillant les blocages internes. Le choix d'un giratoire hollandais rend cette liaison possible et en sécurité pour les cyclistes. En ce qui nous concerne, la ténacité et la pugnacité sont récompensées et cela nous encourage à continuer encore et toujours à être une force de proposition pour le bien-être des Vantaises et des Vantais. Je vous remercie. Merci, monsieur le moyen. On va passer au vote qui est défavorable, qui s'abstient. Je vous remercie. À mieux du tour. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc sur les deux bordereaux que je vais présenter, il s'agit d'acquisition d'espaces verts, de parcelles d'espaces verts. Donc la première, c'est une parcelle de 700 m² qui est classée en zone naturelle au plan local d'urbanisme et située à l'entrée de la presqu'île de Conlon. Le propriétaire, M. Spierer, souhaite la céder. Il est proposé d'acquérir au prix de 2 € le mètre carré. Vu l'avis des commissions concernées, je vous propose d'adopter ce bordereau. Merci. Il y a des interventions qui étaient peut-être un jour merci. À mieux du tout. La deuxième acquisition d'espaces verts se situe le long du cours du Pargo et à l'instar de diverses acquisitions que l'on a pu faire par le passé, il s'agit cette fois d'acquérir une parcelle qui appartient à l'ASL du lotissement du Clos de la Haye. Voilà, donc vu l'avis des commissions, je vous propose également d'adopter ce bordereau. Merci. On peut se réjouir effectivement que le gouvernement ait reconnu cette catastrophe naturelle suite aux événements exceptionnels du 18 juin dernier, qui dans ce secteur ont entraîné beaucoup d'inondations. On a porté ce dossier pour l'ensemble des propriétaires qui avaient été impactés par ces inondations hors du commun, qui est de cette nuit du 18 au 19 juin. Ils ont maintenant un mois pour se manifester auprès de leur assurance pour que les dossiers aillent plus vite. Et nous entamerons dans quelques semaines maintenant une réunion d'information avec l'agglomération et la ville sur les mesures qui pourraient être prises en compte. Monsieur Offret. Monsieur le maire, chers collègues, puisque vous mentionnez le sujet des inondations, on m'a informé qu'il y avait au sujet des inondations, il y avait évidemment la gravité, l'intensité des intempéries qui ont fait qu'il y a eu cette gravité des inondations, mais il y aurait aussi eu des problèmes d'entretien des différents bassins de rétention du Pargo, avec notamment l'un d'entre eux dans lequel il y aurait toujours des roseaux qui n'auraient pas été enlevés. Je vois que vous faites non de la tête. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les problématiques? Je rappelle que c'était plus que centenaire, avec un épisode pluviométrique qui restait stable sur la ligne, qui n'a pas du tout bougé. Donc c'est pourquoi effectivement il y a eu des inondations très conséquentes. On a derrière ce Claudet des bassins de rétention privés et publics qui sont entretenus. Il y en a un par un grand groupe national de supermarché qui l'entretient. Nos bassins de rétention municipaux ou d'agglomération sont entretenus, effectivement. Très souvent, quand il y a ce type d'événements incontrôlables, on pointe du doigt ces bassins de rétention. Non. Pour autant, il y a des choses à faire. Même si on a eu des canalisations qui avaient été d'un diamètre beaucoup plus important, on a eu les mêmes conséquences. Donc, pour autant, nos services travaillent avec des cabinets aussi extérieurs pour voir de quelle manière on pourrait prévenir à l'avenir ces inondations qui, dans le cadre du dérèglement climatique, sont appelées malheureusement à se reproduire. Oui. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante. C'est moi. Madame Le Pape. Merci, monsieur le maire. Cette délibération concerne le pôle d'échange multimodal qui, dans les travaux, progresse selon le calendrier, mais vraiment rapidement et efficacement. Il s'agit d'acquérir donc des parcelles qui appartiennent actuellement à la société Gare et Connexion au prix de 10 € du mètre carré, des emprises qui sont donc au nord de la voie ferrée, le pôle de Strasbourg, et qui permettront d'élargir les voies piétonnes ainsi que et permettront également l'implantation d'un abribus.
Donc je vous demande d'autoriser à acquérir auprès de la société Carré Connexion ces parcelles et d'autoriser M. le maire à signer la promesse de vente et à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de ce dossier. Merci. Y a-t-il des interventions, Madame Monet? Monsieur le maire, chers collègues, je profite de ce bordereau que nous approuvons bien évidemment pour partager avec vous notre étonnement. Dans la presse du 17 septembre 2024, à l'occasion d'un café d'avancement du PEN, il est rapporté votre sentiment sur ce dossier, je cite: « Quand j'ai pris la présidence de l'AGLO en 2020, le projet de pôle multimodal n'était pas lancé. C'est inimaginable de voir que fin 2025, tout sera livré. » Le journal complète ce propos par « S'étonne encore David Rogo ». Effectivement, lancer et livrer un dossier de cette envergure en seulement 5 ans, tel que vous l'avez exprimé, est étonnant. Il y a d'autres projets, parfois bien plus minimes, qui avancent bien moins vite. En tant qu'ancienne vice-présidente de l'agglomération de mobilité, je souhaite tout de même apporter des précisions à vos propos sur ce dossier. Le projet de pôle d'échange multimodal, dit PEM, n'a pas débuté en 2020 mais en 2012. Il s'agit d'un projet complexe qui s'est confronté à de nombreuses difficultés qu'il a fallu surmonter. Et celui qui a porté largement sa pierre à l'édifice, celui qui a débloqué la situation en grande partie liée au foncier et au financement, c'est bien Pierre Legaudot, votre prédécesseur en tant que président de l'agglomération. Je peux en témoigner, ayant participé aux réunions les plus importantes en ma qualité de vice-présidente de l'agglomération, en charge des transports et de la mobilité, et en particulier aux réunions avec SNCF Gare et Connexion, SNCF Immobilier, SNCF Réseau. Les négociations sur le foncier et sur les questions de financement ont été exigeantes et longues. Elles ont abouti à la signature d'un protocole multipartenaire en mars 2019, puis au vote d'un bordereau en conseil d'agglomération en décembre 2019, celui-là même qui lance officiellement le projet avec notamment le concours spécifique pour la conception de la passerelle pour la gare. De nombreux comités de pilotage ont eu lieu à l'agglomération, auxquels l'ensemble des partenaires étaient conviés, la ville de Vannes, le département, la région, la chambre de commerce, l'Adréal Bretagne, etc. Il y a eu de longs travaux réalisés dans le cadre du SCOT et du PDU en particulier. Tout ce travail de maturation du projet ne peut être oublié. Évoquer l'historique, la jeunesse d'un projet, c'est un signe de respect pour tout le travail mené en amont par les élus, les services, les partenaires. Affirmer à contrario que le projet n'était pas lancé à votre arrivée, en balayant de revers de main tout ce temps long de préparation qui vous a permis, au moment de prendre la présidence de l'agglomération, de lancer la réalisation et la concrétisation de ce projet d'envergure pour l'aménagement du PEM, manque singulièrement de respect pour vos prédécesseurs, leur équipe, les partenaires et les vannetés. La réussite d'un tel projet s'inscrit nécessairement dans le temps long et est collective. Qu'un projet tel que le PEM puisse aboutir en 2025, c'est justement reconnaître qu'il avait bien été cadré à votre arrivée en 2020. Au nom de tous ceux qui ont été impliqués dans ce long travail réalisé avant 2020, fonctionnaires, élus, bureaux d'études, etc., il me paraît important d'apporter aujourd'hui ces précisions factuelles. Je vous remercie. Merci, Madame Monet. Effectivement, en 2010, alors, parler de 2012, vous avez raison de parler de 2012, raison de parler de la délibération du Conseil communautaire de 2019 qui lance le concours pour le nouveau pôle d'échange multimodal. Une délibération qui lance le concours. Aujourd'hui, à la région de Bretagne, la commission permanente a voté la subvention d'1 million d'euros parce que entre 2012 et 2019, il y a eu un protocole qui a été signé en 2019, mais qui était vide de sens, Madame Monet. Depuis 2019, nous, on a passé ici, dans cette assemblée et au Conseil communautaire, l'ensemble des accords avec des partenaires qui n'étaient pas signés, qui n'étaient pas validés, et sur lesquels la plupart sont revenus. Donc je sais que je dis effectivement, 2019, lancement du concours, le travail a été fait depuis, et je maintiens mes propos. Je ne peux pas parler a priori. Si. Donc je maintiens également les miens, et je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les parkings relais et le retard pris. Il ne faut pas oublier que dans le mandat précédent, c'est dans ce mandat-là qu'on a inauguré le parking P plus R à Kerangen de 140 places. Vous savez, Madame Monet, en tant que vice-présidente mobilité de l'agglomération, que le maire de Vannes avait proposé à l'agglomération de faire une foncière propre entre ce P plus R et la place de la délibération, et que le maire de Vannes que je suis, qui j'étais à l'époque, était prêt à tuer l'abattage d'une centaine d'arbres, effectivement, pour faciliter la mobilité de tous, de ce P plus R à cette place de la délibération. Je n'avais pas été suivi par l'agglomération à l'époque. On va passer au vote, si vous voulez bien.
Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. Madame Talmont. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Par ce bordereau, je souhaite vous proposer d'approuver la convention relative à l'attribution d'une subvention d'équipement pour l'EHPAD municipal Sabine de Nanteuil, afin de soutenir les travaux d'investissement à l'EHPAD. Principalement donc le renouvellement du système d'appel malade, l'acquisition de lits médicalisés, l'achat de lève-malade et également le système de climatisation qui a besoin d'être remplacé. Merci, Madame Talmont. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, monsieur. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. La ville de Vannes a été retenue en juillet 2023 dans le cadre de l'appel à projets lancé par l'État pour expérimenter un territoire zéro non-recours et dont le pilotage a été confié au CCAS. Une convention a été signée pour 3 ans à compter du 1er janvier 2024, en vertu de laquelle une subvention de 83 670 € est allouée par l'État. Il convient de reverser cette somme au CCAS. Vu l'avis des commissions, je propose d'approuver le projet de convention de reversement ainsi annexé, de donner tout pouvoir au maire pour signer tout document, accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Merci, M. Asgad. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, M. Asgad, toujours. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une convention qui règle les relations entre l'association Noveta et la mairie. Depuis 2021, vous savez, le quartier Ménimur est habilité en tant que territoire zéro chômeur de longue durée. C'est un projet qui est comporté par la ville de Vannes et l'association Novita. Ce projet de convention, joint en annexe, précise les éléments de répartition des missions entre la ville de Vannes et Novita et l'engagement réciproque de parties sur le maintien des moyens pour la mise en œuvre opérationnelle du projet. Convention de sous-traitance au profit de Novita est par ailleurs proposée pour le traitement des données à caractère personnel des personnes concernées. Vu l'avis de la commission, nous avons approuvé les termes du projet de convention de partenariat avec Novita, joint à l'annexe, d'approuver le projet d'accord de sous-traitance entre la ville et Novita, ainsi que les termes du contrat de responsabilité sur la protection des données entre le comité local pour l'emploi CLE et Novita, de donner tout pouvoir au maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ces dossiers. Merci, M. Asgad. Mme Cargosian, puis M. Essola. Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Sur cette convention, est-ce qu'il est envisagé que Novita explore l'opportunité d'un territoire zéro chômeur au niveau de Carcado par exemple? Monsieur Essola. Une intervention juste pour redire évidemment que à cette occasion qu'on soutient depuis le départ le territoire zéro chômeur de longue durée et ça permet aussi de rendre un hommage aussi à Sandrine Berthier qui, vous le savez, a été à l'initiative et a porté en tout cas les premiers fondements et le projet ensuite s'est développé. Simplement, voilà, tout le monde connaît cette démarche solidaire qui a plein de vertus sur le plan économique et sur le plan social en termes d'intégration. Ça fonctionne plutôt bien et ça marche dans le quartier et ça crée une véritable dynamique et c'est peut-être aussi ça qui amène la question de notre collègue Marie-Noël, Cargosian, puisque évidemment à Carcado, on souhaiterait récupérer quelques éléments de cette dynamique-là qu'on peut constater avec le magasin, avec les animations dans le quartier, etc. Le propos de mon intervention, c'était, puisqu'on était un peu sur un concept, on a eu quelques allusions à l'échelon national, c'est de souhaiter que la nouvelle majorité gouvernementale puisse préserver les moyens qu'elle accorde aux territoires zéro chômeur de longue durée qui sont tant importants. Voilà. Alors, moi, la première personne que Sandrine Berthier a rencontrée pour ce territoire zéro chômeur, vous connaissez peut-être en témoigner, c'est David Roux. Et tout de suite, effectivement, on a topé pour qu'on puisse avoir une subvention pour qu'elle puisse monter les prémices de Novita et les prémices du territoire zéro chômeur, qui est une réussite sur le quartier de Ménimur. Est-ce qu'il est transposable à Carcado? Je ne sais pas. Beaucoup d'énergie a été développée pour monter ce territoire zéro chômeur et cette à Ménimur.
L'équilibre économique n'est pas encore tout à fait trouvé. Et je suis inquiet, comme vous, monsieur Bessola, du sort qui sera réservé aux territoires zéro chômeur dans le projet de loi de finances 2025, mais aussi des collectivités locales comme la région, qui a annoncé qu'elle suspendait son financement de 50 000 euros. L'agent de Novita et le BE rencontré le directeur général des services pour avoir plus d'argent de la ville, essayer de trouver des marchés supplémentaires, effectivement, pour qu'on puisse améliorer leur modèle et leur équilibre économique, ce qu'on appelle de nos voeux. La ville d'Ecalpeul, elle fait travailler le BE et d'autres collectivités autour aussi comme l'agglomération. Monsieur Attal. Je souscris, monsieur le maire, à tout ce que vous venez de dire. Évidemment, on est dans une période de questionnement sur la poursuite de cette expérimentation. Le BE, c'est bientôt 53 équivalents temps plein recrutés. Mais ce qui est important, c'est l'ingénierie qui a été développée, qui a été expérimentée et qui est effectivement une connaissance d'action qui va nous permettre de travailler à Kirkado sur cet enseignement en lien avec la Cité de l'Emploi. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire. Pour ceux qui prennent la parole, on me souffle qu'il faut parler le plus loin possible du micro. Effectivement, comme ça, il y a un peu moins d'écho. On espère. Qui était favorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, M. Pierre Morvan. Merci, M. le maire. Bonsoir. Deux bordereaux assez proches qui concernent les équipements sportifs de la ville de Vannes qui sont nombreux, beaucoup d'équipements sportifs, parce que Vannes est une ville sportive. Donc des équipements mis à disposition des collèges et des lycées. Et donc pour le premier bordereau, c'est le conseil départemental qui verse une dotation au collège, charge pas au collège de participer au prêt de fonctionnement des équipements sportifs mis à leur disposition. Alors pour l'année 2023-2024, le conseil départemental de Morbihan propose une fixée dotation au tarif horaire par heure par classe à 10 € pour les salles de sport et 5 € pour le terrain. Sur cette base-là, la participation que la ville pourrait percevoir des collèges, qui recevraient la dotation par le conseil départemental, serait de l'ordre de 45 133. Donc, vu l'avis des commissions politique publique et administration des finances, je vous propose de fixer pour l'année scolaire 2023-2024 la participation des collèges aux frais de fonctionnement des équipements sportifs mis à disposition. Merci, M. Pierre-Morvan. Il y a des interventions, il n'y en a pas qui est défavorable, qui s'abstient. Je vous remercie. M. Pierre-Morvan, toujours. Donc là, maintenant, ça concerne les lycées. Tout à l'heure, c'était les collèges. Même principe, le conseil régional verse une dotation au lycée, charge au lycée après de reverser pour participer aux frais de fonctionnement des équipements sportifs. Donc là, cette année, il y a une légère augmentation du conseil régional de Bretagne, puisque la dotation tarif heure par classe, c'est de 15,58 € pour les salles de sport et 11,58 € pour les terrains, ce qui ferait une participation que la ville pourrait percevoir de l'ordre de 136 121 €. Donc, vu l'avis des commissions et de politique publique et AGF, Administration générale des finances, je propose de fixer donc pour les scolaires la participation des lycées aux frais de fonctionnement du montant indiqué dans la délibération. Merci, M. Cameron. Il n'y a pas d'intervention qui est défavorable. Ça vient, je vous remercie. Délibération sur Mme Devoile. Monsieur le maire, chers collègues, deux bordereaux. Le premier sur une création de locaux de rangement sur le béni synthétique du stade de Jeux-Courtel. Après 2 années d'utilisation, il est constaté qu'il faut en effet pouvoir donner une accession à du local de stockage ainsi qu'un bureau pour le personnel technique et un abri pour notre matériel d'entretien, puisque cette zone est devenue maintenant un endroit névralgique pour l'entretien des locaux. Le coût global du projet donc, est estimé à 185 500 € hors taxe, soit 222 600 € toutes taxes comprises. La livraison du nouveau bâtiment serait attendue pour le printemps 2025. Donc, vu l'avis des commissions politiques publiques, administration générale et finances, je vous propose d'approuver la création de ces locaux, de rechercher des fonds de concours auprès des divers organismes, et je tiens à noter que du coup, il n'y aurait qu'un reste à charge de 33% pour notre ville, et de donner tout pouvoir au maire pour signer le document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Merci, Mme Devoile. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas qui est défavorable, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération suivante. Mme Devoile, toujours. Alors, c'est pour nous une formidable reconnaissance de notre engagement pour l'égalité et pour le sport féminin. Vous l'avez déjà vu dans la presse, donc ça ne sera pas un scoop, mais nous aurons donc le Tour de France féminin 2025 qui partira de notre chère ville.
Donc la Bretagne est une terre de vélo qui a compté 4 des plus grands noms du cyclisme français et a accueilli de nombreux tours. Vannes, ville haute, grands événements sportifs initiés, coportés ou soutenus par notre ville, a été choisi par la région Bretagne et Amaury Sport Organisation ASO, organisateur historique des Tours de France, pour accueillir le grand départ de la prochaine édition du Tour de France féminin avec Zwift. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une application pour pouvoir s'entraîner à faire du vélo de son salon et courir avec de grands noms. Le 26 juillet 2025. Le choix de la ville de Vannes est un témoignage supplémentaire donc, de l'engagement fort de notre ville en faveur du sport. On ne peut plus en douter après cette année que nous venons de vivre, à travers sa politique de promotion et de développement du sport pour tous et sous toutes ses formes. Le Tour de France est en effet un rendez-vous mondial incontournable, retransmis dans quelques 190 pays à travers le monde. Notre collectivité souhaite se saisir également de cet grand événement pour assurer sa notoriété et plus particulièrement celle de son implication dans le domaine de la jeunesse et du sport. Profiter de l'opportunité qui lui est offerte pour stimuler l'économie locale et bénéficier ainsi des retombées économiques, touristiques et médiatiques. Et ce, grâce à la présence des équipes organisatrices, des médias nationaux et internationaux, des partenaires et sponsors du Tour de France et des coureuses engagées comme du public accueilli. Cet événement sera également l'occasion de proposer aux Vannaises et Vannais, aux Morbihanais, aux Bretons comme aux visiteurs de passage en pleine saison estivale de profiter de cette grande fête sportive. Il est en conséquence proposé d'approuver le partenariat liant la ville et la région Bretagne pour l'accueil du départ du Tour de France féminin. Vu l'avis des commissions, je vous propose de valider l'engagement de principe relatif à l'accueil du départ du Tour de France cycliste féminin 2025, d'approuver le projet de convention bipartite entre la région et la ville de Vannes et de donner tout pouvoir au maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Merci, Mme Devreux. Y a-t-il des interventions? Monsieur le maître. Monsieur le maire, chers collègues, je profite de ce bordereau sur le Tour de France féminin 2025 pour intervenir globalement sur l'ensemble des bordereaux précédents et à venir concernant le sport et les loisirs présentés ce soir. Bon, l'été que nous aurons de vivre nous a permis, pour certains, de le découvrir, et pour d'autres, d'avoir la confirmation que le sport est un vecteur formidable, bien-être mental, physique sur le plan individuel, de socialisation et de cohésion sur le plan collectif. Le soutien aux associations, par le biais des subventions proposées, un peu plus tard ce soir, des conventions signées ou l'accueil d'événements sportifs, comme il vient d'être évoqué, d'événements sportifs d'envergure, contribuent à soutenir et valoriser le sport dans notre ville. Nous voterons donc ces différents bordereaux. Je souhaiterais toutefois insister sur 3 points. La nécessité de soutenir le sport adapté. La presse s'est fait écho cette semaine d'un jeune homme qui a difficulté à trouver un club d'athlétisme pour l'accueillir. Comment peut-on faire pour que ces situations soient traitées le mieux possible et que ces jeunes puissent trouver des situations qui leur permettent de pratiquer les sports qu'ils souhaitent. Deuxième point, la mise à niveau des équipements. Je pense notamment à la salle des sports Richemont, qui nécessiterait sûrement encore quelques aménagements. Et puis, sur ce bordereau du Tour féminin, nous avons eu le budget relatif à la mise en œuvre de l'accueil au départ, mais est-ce qu'il n'y aura pas un budget pour que la ville de Vannes soit ville départ, comme c'est souvent le cas dans le Tour de France masculin en tout cas. Merci. Merci pour votre proposition sur la politique sportive menée à Vannes. En ce qui concerne le jeune Pablo, je connais bien ses parents, je connais très bien ses parents, je connais très bien Pablo. Pour être caché qu'il était à l'école avec mon fils, puisqu'il a le même âge que mon deuxième garçon. J'entends la détresse du papa et de la maman qui ont du mal à faire prendre leur fils dans un cadre ordinaire. J'entends aussi la détresse parfois des bénévoles qui ne savent pas comment faire pour prendre en charge effectivement un jeune qui a certains troubles, qui sont démunis par rapport à l'accompagnement d'un trouble. Il faut aussi se dire les choses, c'est qu'on a de moins en moins de bénévoles à encadrer des groupes, que ce soit au rugby, au sport ou en athlétisme. Il faut trouver la meilleure des solutions pour que Pablo puisse continuer à faire du sport. Alors, il y a le sport adapté, les parents souhaitent maintenir leur fils dans le système classique. On verra comment la situation va évoluer. Mais j'aimerais que nous avons tous élus de cet arbitre, tous parents, donc on se dit effectivement comment on réagirait si on était les parents du jeune Pablo. Attention à ne pas tomber dans une stigmatisation du bénévole. Ce n'est pas vos propos, monsieur le maître, mais ça pourrait être la lecture que certains pourraient en faire
Et je ne voudrais pas qu'on en arrive là, parce que j'ai pu entendre des choses, effectivement, voilà, la prise en charge d'un enfant qui rencontre des difficultés très importantes, elle n'est pas ici aisée que cela. Donc, mais j'espère qu'on trouvera une solution pour que Pablo puisse continuer à faire du sport. Et puis, sur le Tour de France féminin, effectivement, alors c'est compliqué, donc c'est la région qui négocie, qui a contracté avec l'ASO, après la région contracte avec le département, et après le département contracte avec les communes. Donc il y aura effectivement une somme à se répartir entre la ville et l'agglomération. On verra de quelle manière effectivement ça pourrait être fait. Je vais faire un clin d'œil à mes collègues de l'agglomération. C'est l'agglomération qui a touché la taxe de séjour de ces 460 personnes qu'on aura plusieurs jours sur notre territoire. Donc j'espère effectivement que l'agglomération sera généreuse dans le partenariat avec la ville de Vannes. On n'a pas le montant encore. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Gillet. Bonsoir à tous. Alors là, on passe sur le RCB, la convention d'objectifs et de moyens 2024-2025. On reconduit la même convention, conformément au Code du sport. Les associations et les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques afin de développer des missions d'intérêt général. Dans le cadre, la ville souhaite mettre en place pour la saison 2024, renouveler en fin de compte, une convention d'objectifs et de moyens avec la SSP Rugby Club. Celle-ci est jointe en annexe et précise les formalités de cette subvention à hauteur de 110 000 €. Et voilà, donc vu l'avis des commissions, politique publique, administration générale et finances, je vous propose d'approuver le terme du projet de convention si annexé, donner du tout pouvoir au maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Merci, Monsieur Gillet. Des interventions? Il n'y en a pas. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Monsieur Gillet, toujours. Oui, alors là, on passe à la convention de partenariat. C'est toujours sur les mêmes critères que l'année dernière, à savoir que les associations qui sont subventionnées à une hauteur supérieure à 23 000 € doivent adhérer à une convention avec la ville. Donc vous avez là les subventions ordinaires, subventions exceptionnelles et aides indirectes qui sont toujours dans les mêmes critères. Vous avez la somme qui est accordée à chaque association. On en a une de plus cette année, c'est le judo Club 56, qui passe les 23 000 €, donc qui est assujetti également à cette convention. Donc je vous propose d'approuver les termes de la même convention si annexée, de donner tout pouvoir au maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Merci, Monsieur Gillet. Monsieur Lemoyne. Oui, vous nous demandez d'approuver des conventions de partenariat avec différents clubs sportifs, ce que nous faisons bien volontiers. Toutefois, juste un rappel, lorsque la mairie subventionne un club sportif, elle engage des fonds publics et doit en contrôler rigoureusement l'usage. Or, nous avons découvert dans la presse au mois de juillet que la situation financière du VOC était au bord du gouffre et que c'était une surprise pour vous. Un contrôle régulier vous aurait sûrement permis de ne pas découvrir par hasard la situation. Les sommes engagées sont suffisamment conséquentes pour être vigilantes. D'autant que ce n'est pas la première fois que la majorité municipale se trouve confrontée à une telle situation. Rappelons en effet les précédents du dépôt de bilan en juin 2014 de la SASP qui portait l'équipe professionnelle du VOC, ou encore du placement en liquidation judiciaire du Van Volleyball en juin 2015 que vous sembliez découvrir à chaque fois. Dans le respect de la liberté associative, principe auquel nous sommes profondément attachés, et vous le savez, nous renouvelons par conséquent notre demande que les budgets et les comptes des associations subventionnées par la ville fassent systématiquement l'objet de contrôles rigoureux et soient communiqués aux élus municipaux afin de garantir la bonne utilisation des deniers publics et le meilleur accompagnement des acteurs associatifs. Vous semblez mettre en cause de la légèreté dont pourrait faire preuve la ville, et en l'occurrence son maire. Christophe Revel, le représentant du VOC, avec Benoît Costil, et je n'oublie pas le nom, M. Créache-Calais, parce que c'est dur à dire, viennent nous voir au mois de mai en disant qu'ils vont être candidats à la présidence du Olympique Club, candidats après avoir analysé avec un expert comptable les comptes du Van Olympique Club, venant nous voir quelle pourrait être la nature du soutien supplémentaire auprès de la ville qui à ce jour ne l'ont pas demandé au moment où je vous parle. L'élection a lieu début juin, un nouveau conseil d'administration est élu, et on va aller encore plus loin
avec leur expert comptable et les comptables qui découvrent d'autres déficits ou prévisions pour charges ou pour recettes qui n'existent pas. Et créanciers non payés. Donc voilà, donc nous on était en capacité de savoir ce qui se passait. Pour revenir sur l'épisode malheureux du VOC en 2014 et du Van Volleyball en 2015, nous étions au courant de la situation. Nous étions au courant, nous avons accompagné le VOC. Plein de clubs ont demandé à la ville de combler le déficit, je lui étais, moi à l'époque, opposé. Pareil pour le Van Volleyball, qui aujourd'hui relève ses cendres. Et je suis en le même vœu pour le Van Hockey Club de retrouver un niveau sportif, pas forcément tel qu'il a pu le connaître, mais on voit en tout cas que le Van Volleyball avec son équipe féminine retrouve des questions de la Nationale 3 et pourrait être appelé dans les mois qui viennent, les années qui viennent, à monter au rang national. Je peux vous dire que vraiment on épluche les comptes des clubs sportifs, monsieur. Vraiment on épluche. D'ailleurs, pour rien vous cacher, ça a été un des éléments de discussion samedi matin des associations sportives présentes avec le ministre des Sports. C'est effectivement comment on rémunère demain les éducateurs, comment parfois on rémunère ces joueurs, comment on paye ces frais de déplacement. Ça a vraiment été un long débat avec des clubs confrontés à différentes cas de figure. Hein. Quand vous devez effectivement transporter 10 personnes ou 3-4, c'est pas les mêmes frais, c'est pas les mêmes engagements. Comme aujourd'hui, les clubs, certains présidents l'ont dit, sont un peu désespérés de devoir demander aux familles de participer à un déplacement parce que le gamin est bon. Le gamin va en France, le gamin il a payé sa licence, et demande aux parents de payer une partie du transport, de l'hébergement et de la nourriture. Il y a des familles qui ne peuvent pas. Donc aujourd'hui, les clubs amateurs qu'on a pu rencontrer l'autre matin, qui n'ont pas de difficultés financières particulières, mais qui ont des angoisses financières. Monsieur Offret. Monsieur le maire, on entend bien vos explications. Néanmoins, c'est vrai que les investissements qui ont été faits pour le VOC, en particulier sur le terrain du Péréno, et ensuite, quelques temps plus tard, on découvre qu'il y a cette cessation de paiement. Donc, qu'on est sur le point 2, mais on n'y est pas encore. Enfin bref, qu'il y a une situation compliquée financière. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment est-ce qu'on fait, du coup, puisque vous dites que vous épluchez déjà énormément les comptes, du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver dans cette situation à l'avenir? Parce que visiblement, il y a eu peut-être des cachotteries de la part d'une partie des dirigeants du VOC. Très bien, mais du coup, peut-être que ça pourrait se reproduire. Comment est-ce qu'on évite ça à l'avenir? Deux choses. Les investissements que nous faisons au Péréno, les investissements que nous faisons en jeu Courtel, et la délibération présente nous l'a précisé, c'est pas uniquement à destination de l'équipe première. On a au Van Olympic Club plus de 400 licenciés, c'est pas loin de 500 licenciés, avec des U15, des U17 et des U19 qui jouent à un niveau national. Donc il faut des infrastructures qui sont de qualité. Et Pascal Devoile l'a dit tout à l'heure lors de la présentation du Tour de France féminin, le sport féminin se développe. Donc effectivement, il faut trouver des vestiaires supplémentaires, et du coup, il faut trouver aussi des créneaux supplémentaires d'entraînement et de match qui nous ont obligés à acquérir le Péréno. Si le VOC était resté jouer à l'Arabie, on aurait pu faire des investissements conséquents aussi au Péréno, comme nous le faisons à Jean Courtel pour la SASP, le HCV, l'association à côté, et comme nous continuerons à le faire demain à Jean Courtel, en ayant un programme, un projet porté par l'association bien accompagnée par la ville, par rapport au modulaire que vous avez à l'entrée, par rapport au vestiaire qu'il y aura sur la tribune pour le sport féminin. Donc ne confondons pas une aide à un club uniquement à l'aide à l'équipe première. Aujourd'hui, le VOC était représenté samedi matin lors de la rencontre avec le ministre par son avocat qui siège au sein du conseil d'administration, qui prennent toutes les dispositions nécessaires effectivement pour ne pas brûler l'argent qu'ils n'ont pas. J'ai rencontré, j'étais sur avec Michel et les services des sports, une rencontre avec certains partenaires du Van Olympic Club, des gens sérieux. Je ne dis pas que les présidents n'étaient pas sérieux, des gens sérieux qui savent où ils vont et qui ont l'ambition du moment. Ils n'ont pas une ambition démesurée. C'est pas parce que Benoît Costic était gardien de l'équipe de France, c'est pas parce que Christophe Revel a joué en Ligue 2, c'est pas parce qu'aujourd'hui Christophe Revel est l'entraîneur des gardiens du Stade Brestois qu'on veut retrouver la Ligue 2 ou la nationale d'ici 4-5 ans. C'est pas ça. Refaisons-nous un club à identité locale, faisons monter des jeunes, effectivement, en N2 ou en N3 aujourd'hui, peut-être en N2 demain, plutôt que de les voir partir effectivement dans des clubs professionnels autour. Construisons des adultes de demain à travers des jeunes qui seraient formés sur ce territoire, qui joueraient sur ce territoire, et puis une équipe féminine, effectivement, que j'appelle le MEVE, qui, elle, peut avoir une ambition importante dans le
paysage du football français. Je ne suis pas l'avocat du VOC, je trouve que j'ai pas mal parlé pour le VOC. Si j'étais le VOC, voilà. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante. Monsieur Le Guermelier. Monsieur le maire, chers collègues, nous arrivons à échéance de la convention avec le Festival d'Arvor, qui publie jusqu'au 31 décembre, et donc il convient de repartir sur une nouvelle convention, 25, 26, 27, donc une convention sur 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on s'engage sur 3 ans avec des associations culturelles? C'est justement pour se donner le temps long de pouvoir monter des projets, de fixer des objectifs en commun et puis de donner de la visibilité financière, ici à 110 000 € par an, que la ville attribue en subvention au Festival d'Arvor, et d'autres partenaires sont présents ici. Ce beau festival qui allie la tradition avec la modernité et s'inscrit dans les 4 piliers des politiques culturelles, qui sont la conservation, la création, la diffusion et la transmission, avec une politique de AC qui est assez forte, et qui se sont emparés d'une assise de la culture où les jeunes interrogés nous ont dit qu'ils n'étaient pas suffisamment représentés dans l'offre culturelle vantaise, et donc ils ont su vraiment donner une place première à la jeunesse, et notamment à la création, comme nous avons pu le vivre ce week-end avec les Émancipés, avec 7000 jeunes qui ont été accueillis d'une programmation faite spécifiquement pour eux, pour les 18-25 ans. C'était aussi notre occasion de souhaiter la bienvenue aux 9000 étudiants vantais. Merci. Monsieur Fred. Monsieur le maire, chers collègues, je profite de ce bordereau que nous approuverons pour souligner le travail exceptionnel réalisé depuis la transformation des Fêtes d'Arvor en Festival d'Arvor, qui a été décrit un instant par votre adjoint. La modernisation du festival fonctionne, et je crois que les touristes et les vantais sont conquis. Et nous savons que vous et votre premier adjoint ont été à la manœuvre dans ce pari qui s'avère payant aujourd'hui. L'édition 2024 a néanmoins été difficile, avec un public moins nombreux. La météo et le calendrier modifié du fait des Jeux Olympiques n'ont pas aidé. Il est évoqué un bilan déficitaire pour cette édition. Pouvez-vous nous en dire plus et sur la manière dont sera accompagné le festival pour passer cette phase difficile? Et deuxième sujet, par ailleurs, je me permets, au nom de nombreux commerçants du centre-ville, d'évoquer le déficit d'animation estivale. Les commerçants regrettent qu'avec la fin des fêtes historiques, le centre-ville manque d'animation, et pour dire les choses autrement, que tout se passe sur le port, en dehors évidemment des fêtes d'Arvor. Alors, nous aurons la chance d'accueillir le départ du Tour de France féminin l'été prochain. Ça a été évoqué dans un bordereau un peu plus tôt. Nous pensons que cela peut encore gagner en animation avec un calendrier plus rythmé, co-construit avec les associations de commerçants, et des animations qui rayonnent sur l'ensemble de la ville et pas seulement sur le port. Nous faisons par exemple partie de ceux qui regrettent le déplacement du feu d'artifice de la fête nationale à début septembre. Autant le lieu du tirage du feu sur le golfe est splendide, autant la date n'a pas de sens à nos yeux. Alors nous avons compris que votre décision d'un feu en septembre était définitive, et nous regrettons ce choix de date que nous ne comprenons pas. Moi j'attends les commerçants dans mon bureau. Et puis on va je ne vais pas leur raconter la messe, l'expression mal choisie. Moi je vais raconter aux commerçants ce qui se passe depuis début mai à Vannes. Week-end du 6, 7 et 8 mai. Vannes côté jardin. 32 000 entrées gratuites dans les jardins des remparts. On est au cœur de ville. 27, 28, 29 mai, salon du livre. Esplanade du port. Salon gratuit, plutôt 30 000 entrées payantes entre le vendredi, le samedi et le dimanche. Le dimanche suivant, le samedi suivant, vendredi suivant, demi-finale de Pro D2, où la ville décide, en accord avec les commerçants, de barrer tout intramuros pour qu'effectivement le cœur de ville, la place Gambetta, soit une place à ciel ouverte. Effectivement, les gens puissent regarder les matchs en famille, en toute simplicité. 6 juin, suivant, Flamme Olympique, Chiffropolis, 35 000 personnes à Vannes. Dimanche, samedi suivant, le 8 juin, le RCV gagne à Toulouse contre Grenoble. 15 000 personnes dans les jardins des remparts. Dimanche 9 juin, élection européenne, mais aussi remise présentation du bouclier Brennus par le RCV dans les remparts. Combien ont financé les commerçants? 0. Et parce qu'il n'y a pas quelque chose de 14 juillet, ils s'arc-boutent là-dessus, rien n'est fait à Vannes. Moi j'encourage
Les commerçants allaient dans d'autres villes moyennes bretonnes, où un certain nombre de festivités ont été annulées. Nous avons fait le choix de maintenir l'intégralité de nos manifestations. Le week-end dernier, il y avait encore les Journées européennes du patrimoine, c'est un nombre d'annulations qui n'existait pas avant. Donc, qu'ils aillent voir ailleurs ce qui se passe. Et si c'est gratuit, si c'est payant, combien d'entrées il peut y avoir? Parce que nous, il y a le coût de la manifestation, il y a aussi le temps humain de nos services qui sont derrière, les arrêtés, le temps administratif qui est derrière. Donc moi, je suis fier des manifestations que nous proposons au Vintaise et au Vintais, et bien au-delà, qu'il faut venir du monde. J'ai oublié, pardonnez-moi, j'ai oublié le festival de jazz fin juillet qui a fait venir des milliers de personnes à Vannes, le festival d'avant dont nous avons parlé. J'ai oublié les émancipés de samedi soir, j'ai bien sûr oublié la fête de la musique du 21 juin, et j'en passe, c'était meilleur. J'ai oublié effectivement le premier match contre le Stade Toulousain à l'Arabine, où on a parlé effectivement l'intégralité du port, puis que les gens puissent déambuler sur les semaines du port, mais aussi sur notre Tramuros. J'assume totalement le fait effectivement de déplacer le feu d'artifice au mois de septembre, phénomène de rentrée quand tous les Vintais sont à Vannes, et j'ai le sentiment, qui n'est pas partagé, que c'est plutôt un plébiscite, et que voir le retour des Vintaises et des Vintais et du nombre présent à Quirino, sur les berges à droite et à gauche du lieu où on a tiré le feu, je m'en réjouis. Je me réjouis d'avoir effectivement toutes les semaines des brocantes sur le port, d'avoir un salon de livres anciens sur le port. Moi, je ne rougis pas de ce que je propose aux Vintaises et aux Vintais pour faire venir du monde dans la Tramuros. Je ne suis pas énervé. On va passer au vote qui est défavorable. Oui, monsieur. Et peut-être si vous n'êtes pas énervé, est-ce que vous auriez un mot sur le festival d'Arvor et la situation du festival suite à l'édition 2024? Il y a un très léger. Et les comptes sont pas tout à fait consolidés. Donc, mais on reviendra devant vous dans les semaines et les mois qui viennent, effectivement, pour voir de quelle manière, toute technique, on peut aider effectivement le festival d'Arvor, parce qu'il y a peu de bénévoles. On sait que c'est une difficulté dans toutes les manifestations que nous rencontrons maintenant, hein, d'avoir des bénévoles. Donc, voilà, mais on sera à leur côté, comme vous l'avez dit à juste titre, monsieur Fred, c'est une manifestation qui, en très peu de temps, est vraiment montée en gamme. Délibération sur Mme Pellerin. Donc, nous poursuivons sur l'ensemble des événements qui se déroulent à Vannes, et donc 2025, ce sera du 26 mai au 1er juin, la 13e édition de la Semaine du Golfe. Fête maritime que vous connaissez tous, qui amène à peu près entre 200 et on espère 250 000 personnes l'an prochain. Donc jusqu'à maintenant, il y avait 17 communes qui participaient à cette fête. C'est une fête de territoire, une fête qui fédère. Et en 2025, s'ajouteront les îles de Watt et d'Edic à l'ensemble de nos communes. La ville de Vannes donc souhaite marquer son engagement dans cette manifestation en devenant membre adhérent de l'association. Et donc cette adhésion s'élève à 100 € par an. Et donc je vous propose d'approuver l'adhésion de la ville à l'association et de prévoir l'inscription des crédits nécessaires. De donner tout pouvoir au maire. Merci. Merci Mme Pellerin. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante. Au regard de sa strate démographique, la ville de Vannes est autorisée à créer jusqu'à 3 postes de collaborateurs. Les collaborateurs de cabinet ont des missions de conseil territorial, mais aussi de représentation de cette autre. Et l'assistant de cette cabinet. Du décret numéro 87-1004, considérant que 2 agents ont récemment quitté le cabinet du maire, il est proposé de procéder à leur remplacement par la création de 2 postes de collaboratrices de cabinet suivants, une directrice de cabinet, une chef de cabinet. Vu le CGCT, le Code général de la fonction publique, et notamment l'article L333-1-1 à 12, vu le décret 87-1004 du 16 décembre 87 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, vu la délibération relative au régime indemnitaire du 8 avril 2004, vu l'avis de la Commission d'administration générale des finances, je propose de créer 2 postes de collaboratrice de cabinet, une directrice de cabinet, une chef de cabinet, de fixer la rémunération et de rembourser les frais engagés par les collaborateurs de cabinet pour leur déplacement professionnel sur le territoire métropolitain, dans les conditions fixées par le décret 87-1004. D'inscrire au budget le crédit nécessaire, donner tout pouvoir à M. le maire pour signer tout document et remplir toute formalité
nécessaires au règlement de ce dossier. Monsieur Offred, puis Monsieur Essolin. Monsieur le maire, chers collègues, nous approuvons ce bordereau. Il vous appartient de vous entourer au mieux pour exercer vos fonctions et nous n'avons pas de commentaires à faire sur le fond de ce bordereau. Néanmoins, sur la forme, nous ne comprenons pas qu'on nous demande d'entériner cette décision ex post. Les annonces pour ces postes ont été passées en début d'année, les recrutements réalisés à l'été et les prises de fonction faites début septembre. Ce n'est pas la première fois que nous sommes mis devant un tel fait accompli, de décisions déjà prises. Dans le cas précis, la décision de ces recrutements a dû être prise il y a de longs mois. Du coup, nous aimerions savoir pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour les régulariser. Merci. Parce qu'il y a le processus de recrutement qui a été très long. Effectivement, après il y a l'accord des personnes concernées, effectivement, il y a des négociations qu'ils doivent avoir avec leur employeur pour leur arriver à la mi-août pour l'une et à début septembre pour l'autre. Si je comprends bien, on entérine et on régularise une fois que les recrutements sont faits, c'est ça? Je me voyais mal vous convoquer pour un conseil municipal exceptionnel le 18 août, Monsieur Offred, la veille de l'entrée de la première collaboratrice à la mairie de Vannes. Non, mais j'imaginais qu'on pouvait créer les postes avant le recrutement, puisque le recrutement était en cours et on savait qu'il allait. Oui. Voilà, c'est pas ce qui a été fait. Monsieur Essolin. Oui, ces recrutements sont légitimes et c'est une pratique courante dans les communes de notre taille, évidemment. Ça ne pose strictement aucun problème. Néanmoins, souligner évidemment que sur la méthode qui peut perturber, mais on comprend bien les contraintes, on les a entendues, mais si nous raisonnions par l'absurde, évidemment, on va voter pour ce rapport-là, mais que serait-il passé si jamais le conseil municipal serait prononcé contre, alors que les deux personnes sont déjà en fonction? Voilà, je pose cette question-là, mais c'est simplement pour vous démontrer que ça peut être perturbant pour les conseils municipaux de voter sur une délibération alors que les personnes sont déjà en exercice. Je pense que ça peut être entendu. Et l'autre point, nous, sur ce rapport, donc en toute transparence, parce qu'évidemment c'est de l'argent public, et on vous l'a dit, il n'y a aucun problème pour nous, on aurait souhaité qu'il puisse figurer des éléments sur le contenu des missions, et comme ça peut se faire d'ailleurs quand il y a d'autres recrutements, ou bien des indices pour qu'on ait un positionnement sur les rémunérations, etc. Évidemment, il ne s'agit absolument pas que les personnes dévoilent des éléments à caractère privé, mais tout simplement ce qui peut relever d'une mission publique. Voilà. Très bien, monsieur Essolin. Je ne vais pas avoir. Mais par contre, effectivement, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas voté cette délibération? Quelque chose de mathématique, c'est le nombre d'élus à droite de moi et le nombre d'élus à gauche de moi. Ça, c'est mathématique. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, monsieur Giquel. Monsieur le maire, chers collègues, merci. C'est une délibération sur une remise gracieuse partielle des pénalités de retard. Donc, la ville de Vannes a confié au cabinet Quartal le travail de scanner et de vectoriser les repas à la ville de Vannes. Ils devaient faire ça pour plus tard, le 17 février, selon un marché, le 17 février 2023. Ils ont eu un peu de retard, mais pas que de leur fait, si j'ai bien compris. Et en réalité, ils ont terminé leur mission que le 10 février 2024, c'est-à-dire avec 358 jours de retard. Il était prévu une pénalité de 150 € par jour de retard, mais on arrivait à un montant qui était au-delà du marché initial. Donc la mairie a décidé, avec son bon cœur habituel, bien entendu, de réduire cette pénalité, de vous proposer de réduire la pénalité à 10% du marché, c'est-à-dire à une somme de 4 885,50 €. Donc ce bordereau a pour objet de vous demander d'appliquer à la société Quarta cette pénalité de 10% par rapport à ce qui avait été prévu, de la fixer à ce chiffre-là et de donner tout pouvoir à M. le maire pour exécuter ce bordereau. Merci. Merci, maître Giquel. Monsieur Giquel. Monsieur Giquel. Je ne suis pas sûr que vous ayez plaidé dans ce sens de la ville, effectivement, de laisser à cette société qui, malheureusement, tout le monde a déposé le bilan, la même proposition. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération sur M. Thébault. Oui, cette proposition de délibération vous propose d'accorder des subventions aux associations qui sont listées sur le document qui est joint à la projet de délibération. Et donc, je rappelle que ceux qui auraient partie à ces associations, dans la direction de ces associations, doivent quitter la salle.
Monsieur Richer, au titre de votre adhésion à vos habits de vanne, a priori, la question juridique. Oui, oui. Le maire a toujours raison, monsieur Richer. Ok. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, monsieur Page. Monsieur le maire, chers collègues, débat de Dandol, bonsoir à tous. Donc, subvention exceptionnelle pour l'attribution d'un certain montant au réseau Diwan. Donc, Diwan est un acteur essentiel, majeur de l'enseignement bilingue en breton. Le réseau Diwan administre environ 50 établissements en Bretagne, sur les 5 départements bretons, dont l'école de Boileau et le collège-lycée de Montaigne. Donc, plusieurs raisons aux difficultés financières du réseau. L'inflation, une évolution des salaires et la stagnation des ressources. Par ailleurs, également, la réforme du DIC a rendu compliqué de prendre le salaire certaines options aux élèves dans ces établissements. Donc, ainsi, il a été lancé un appel aux dons des particuliers et un soutien accru des collectivités territoriales et de l'État. Anne Jonette est une ville engagée pour son identité bretonne, de par son histoire, capitale de la Bretagne entre 1675 et 1690. La volonté constante d'encourager l'enseignement du breton et en breton, de la crèche au lycée, comme le dit notre maire, c'est la seule ville au monde à avoir du breton de la crèche au lycée. Volonté aussi de développer un fonds documentaire dans la bibliothèque, c'est-à-dire le fonds breton de l'Institut culturel de Bretagne, qui est à Vannes, le siège est à Vannes, et également d'autres événements autour de la Bretagne. Pour 2024, nous avons voté et signé la certification de niveau 2 de la charte Yana Bresnak. Par ailleurs, nous avons également voté un vœu en 2021, engagement à la réunification de la Bretagne à 5 départements. Donc, considérant la situation financière du réseau Diwan et les répercussions qu'elle induirait sur les familles, mais aussi sur l'identité culturelle de la Bretagne, la ville de Vannes, Jonette, souhaite apporter son plein soutien à l'association sous la forme d'une subvention exceptionnelle de 10 centimes par habitant, soit un montant total de 5 442 €. Par ailleurs, le conseil municipal, l'appel de ses vœux, le législateur a doté le réseau Diwan d'un véritable statut juridique protecteur et a réévalué ses concours financiers. Donc, vu l'avis des commissions, je vous propose d'approuver l'attribution de subventions exceptionnelles d'un montant de 5 442 € au réseau Diwan et de donner tout pouvoir au maire pour signer tout document et accomplir toute formalité. Monsieur Page, monsieur Offray, puis monsieur Lemoyne. Monsieur le maire, chers collègues, un mot simplement pour vous remercier de faire partie des premières communes à avoir souscrit à cet appel à l'aide financière de Diwan. Cela a été dit, ce réseau d'écoles associatives est essentiel à la transmission de la langue bretonne en tant que langue vivante. Et nous ne pouvons que regretter la fragilité financière récurrente de ce réseau. C'est tout à l'honneur de notre commune et de votre action que nous nous positionnions sitôt aux côtés de Diwan dans ce moment difficile. Merci. Merci, monsieur Fred. Monsieur Lemoyne. Oui, alors bien sûr, nous soutenons ce bordereau d'un point de vue financier d'une part, et puis aussi, bien sûr, le vœu que le statut juridique protecteur soit adopté et que l'on consolide le réseau Diwan. Je trouve dommage que vous n'ayez pas récapitulé l'ensemble des soutiens financiers que vous faites à Diwan, parce que c'est quand même assez important. Vu la situation à l'heure actuelle, je pense que la ville de Vannes, effectivement, est un partenaire important. Alors, la ville de Vannes n'a pas vocation à sauver la Diwan, mais je trouve que c'est... Enfin, j'ai vu qu'il y avait 500 000 € de déficit. Je trouve que 5 000 €, ça fait un petit peu petit. Alors, encore une fois, Vannes n'est pas la seule. Vannes contribue autrement, mais voilà, peut-être un grec qu'on n'ait pas pu trouver plus de moyens pour les aider. Je ne suis pas en matière de culture bretonne, monsieur Lemoyne. C'est Diwan qui a l'ensemble des collectivités bretonnes, effectivement, à mettre 10 centimes par habitant, quelle que soit leur taille. Qui est défavorable, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante.
Il n'y en a plus. C'est le vœu de M. Rioux. Merci, monsieur le maire. Vous avez porté l'ordre du jour rédigé. Je suis obligé de rajouter quelque chose. L'ordre du jour est léger, je me sens toujours obligé de rajouter quelque chose. Mais plus c'est léger, plus il faut causer. Quand j'ai 50 bordereaux, hop, ça déroule. Bien. L'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales définit ainsi la notion d'ordre public. Je cite: l'ordre public, donc son maintien et la finalité de la police administrative, implique la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Un arrêt du Conseil d'État en date du 27 octobre 1995 a intégré à cette définition initiale la notion de dignité humaine. Celle-ci doit toujours être protégée au nom de l'ordre public. Le 8 juillet dernier, le préfet du Morbihan a décidé d'expulser des hébergements d'urgence dont il bénéficiait jusqu'alors 80 migrants afin de libérer des places faute de budget suffisant. Il a justifié cette décision en faisant valoir que ces personnes avaient épuisé leur droit de recours, mais n'a pas mis en œuvre les mesures d'OQTF dont certaines étaient frappées. Parmi ces 80 migrants, des familles de 4 à 5 enfants qui n'ont eu d'autre solution que de dormir dans leur voiture, des malades, au moins 6, dont la situation était attestée par des certificats médicaux, au point de faire dire à un médecin, je cite, nos certificats médicaux n'ont plus aucune valeur, certains patients en cours de demande de titre de séjour pour raison de santé sont remis à la rue, d'autres sortent d'hospitalisation. Enfin, des étrangers qui avaient obtenu le statut de réfugié. En expulsant ces personnes, sans vérifier au préalable qu'elles seraient en mesure de trouver des solutions alternatives, le préfet les a privés de ce que la Déclaration universelle des droits humains définit comme un droit imprescriptible, le droit à un toit, à une mise à l'abri, le droit à une protection physique et mentale, tel que le reconnaît le dispositif du droit à l'hébergement opposable, le TALO et le DAO, prévu par la loi de l'homme. Ce faisant, en prononçant de façon quasi systématique des OQTF qu'il n'est pas en mesure d'exécuter, il a gravement troublé l'ordre public tel que l'a défini la jurisprudence du Conseil d'État. Alors, monsieur le maire, vous êtes détenteur sur le territoire de la commune de l'autorité de police administrative. À ce titre, je vous demande d'appeler le préfet du Morbihan au respect de la loi. En accompagnant ces mesures d'expulsion, de mesures de mise à l'abri et de préservation de la dignité humaine de ces personnes, et de lui demander de vous indiquer quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à ce trouble. Merci. Vous comprenez bien, monsieur Rioux, que je ne peux pas entendre les propos que vous venez de tenir à l'égard du corps préfectoral, de monsieur le préfet du Morbihan, parce que ce n'est pas le type de relation que je peux avoir avec le préfet de Boulot, le secrétaire général ou l'ancienne directrice de cabinet. Moi, je n'ai qu'à me louer des relations que la collectivité peut avoir avec le corps préfectoral dans ce département. Et vous savez, monsieur Rioux, aussi bien moi que très souvent monsieur le préfet, faisons des choses que nous ne rendons pas publiques, parce que ce n'est pas possible de le faire dans la majorité des cas. Le préfet, en l'occurrence, applique une décision de justice, une OQTF. Vous employez le terme de migrant, je ne sais pas ce que vous recouvrez sous le terme de migrants. Est-ce que c'est l'Afrique subsaharienne uniquement? Est-ce que c'est l'Europe de l'Est, comme ça concerne un certain nombre de familles dont ça a été le cas? En tout cas, je ne souhaite pas faire une réponse sur le fond, pour ne pas avoir de confusion à nos débats qui, aujourd'hui, au niveau national, et avant la DPG demain du Premier ministre. Donc je renvoie ce vœu à la commission administration générale, je pense, monsieur le premier adjoint. Voilà. Et du coup, ce vœu repassera au prochain conseil municipal de suite d'après. Si je peux me permettre. Oui. Je ne suis pas membre de la commission d'administration générale, mais pour l'espèce, on vous invitera. On vous invitera. Et d'autre part, je fais un commentaire purement factuel. Je ne peux pas non plus rentrer ce soir dans le débat, mais je vous rappelle quand même que les décisions du TF, contrairement à ce que vous venez de dire, ne relèvent pas de la justice. Ce sont des décisions de justice administrative initiées par le préfet, pas par le juge. Extrêmement. Débat en commission. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.